Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 105, ça fait plaisir, on part sur du mindset, de la discipline comme demandé, probablement le premier épisode d'une petite série, à voir comment ça se passe sur celui-ci, mais à mon avis, j'aurais pas la place de tout raconter, c'est même quasiment certain. Ça fait plaisir, on va pouvoir faire d'autres épisodes du coup. Et il y a clairement une part d'improvisation dans mes podcasts qu'il faut que je préserve, voire que j'encourage, de façon à éviter que ce podcast ne me prenne trop de temps dans mes semaines, parce que en fait j'ai envie de faire d'autres trucs et il faut que je manage mon temps, comme toi, comme tout le monde. Dans cet épisode, on va parler de qui, de quoi, de qui. On va parler de David Goggins. Tu as peut-être déjà entendu parler du mec. C'est possible que j'ai posé son blaze dans le titre de l'épisode. Je sais pas encore. On va réfléchir, mon assistant et moi, sur le titre de l'épisode. Mon assistant n'étant pas un être humain, indice, voilà. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Putain, il travaille bien, le con. Il travaille bien, il fait tout ce que je lui demande. Pas d'émotion, comme si c'était un robot, tu sais. Incroyable, incroyable. Et il veut même pas être payé. Non, mais c'est extraordinaire. J'exagère un peu. Oui, ChatGPT m'aide à travailler. Ça me permet de gagner du temps. Ce que je peux te recommander, voilà. Ce n'est pas très nouveau. Je ne suis pas... Enfin, ça fait un moment que je le fais, mais voilà. On s'en fout. David Goggins. C'est qui ? C'est un mec que je pense que tu pourrais gagner à connaître si c'était pas le cas, si tu vois pas qui c'est. Je te montre sa tête un peu à l'écran là, au cas où, parce que je te montre son livre. Étant donné qu'on va parler de son livre, on va se baser un petit peu là-dessus. Parce que l'idée, c'est de voir un peu qui est ce mec, d'où il vient, comment est-ce qu'il a décidé de prendre les choses en main dans sa vie, malgré la situation merdique qu'il a reçue par la loterie de la naissance. Je pense qu'on peut relativement s'accorder, après avoir lu son histoire, que le mec n'est quand même pas né avec tout qui lui avait été déjà... donné, hein, mais il a quand même réussi à bien s'en sortir, et c'est bien pour ça que ce mec est si connu et qu'il a une histoire assez forte et de laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier d'une façon ou d'une autre. Et même quand ce n'est pas le cas, comme par exemple moi, on n'a pas du tout la même histoire avec ce mec, je peux te dire que ce mec m'inspire énormément. Donc voilà, j'ai envie d'aborder 2-3 concepts de discipline, de persévérance, de détermination qu'il partage dans son livre, parce qu'en gros, son livre, c'est une espèce d'autobiographie mélangé à un discours de motivation et de développement personnel par rapport au mindset. Le mindset, la mentalité, l'état d'esprit, même si en quelque sorte ça veut rien dire, mais lui ce qu'il prône, c'est plutôt une mentalité de résilience, voilà, de persévérance, de responsabilité, de prise en main, de taper dans le truc et de compter un peu sur soi, même quand c'est un peu la merde. Je reconnais que ça me plaît et que j'ai envie de cultiver cela, et je sais que c'est pas, voilà, je sais que c'est assez populaire, étant donné que le mec est quand même extrêmement connu maintenant. Donc c'est possible que tu aies déjà entendu parler de lui. C'est un Afro-Américain, c'est un métis qui a aujourd'hui à peu près presque une cinquantaine d'années. Le mec fait assez jeune. On va rapidement voir son CV quand même. Je vais raconter un petit peu son histoire dans les grandes lignes pour que tu comprennes. Et derrière, on va taper directement dans les 3, je pense. Je vais essayer d'en faire 3. Il y en a beaucoup dans le livre et je vais pas pouvoir tout faire ni tout faire tout court, mais 3 espèces de concepts qui sont très intéressants, je pense, à utiliser, à comprendre, à tenter, à voir si ça nous correspond. Et j'ajouterai mon expérience personnelle vis-à-vis de ce genre de choses, de façon à les rendre, à les vulgariser un petit peu plus, à les exemplifier un petit peu plus, et je l'espère à rendre le tout le plus clair, concret et applicable possible. Voilà. Bref, si t'aimes te faire bousculer un petit peu pour te motiver, si tu trouves que tu manques de discipline, que tu reconnais que tu manques de discipline, comme tout le monde, hein, plus ou moins, que tu pourrais, sauf lui peut-être, je sais pas, si tu trouves que tu pourrais renforcer ton esprit face aux difficultés de la vie, que ça t'aiderait à faire de toi une meilleure personne à tes yeux, alors il y a des bonnes chances que ce mec, ce livre, son discours et cet épisode te plaisent. Si t'es plus réceptif ou réceptive à une approche un petit peu plus opposée ou plutôt complémentaire, on dira, qui serait plus douce, plus protectrice, plus orientée sur le ressenti, on dira que le passage à l'action. Il n'y a pas de mal à ça, on fonctionne différemment et on a tous besoin d'un peu de l'un et d'un peu de l'autre. Certaines personnes sont plus extrêmes que d'autres, évidemment, mais c'est possible que ça te percute moins, que ça te parle moins. Voilà, tu pourrais quand même être surpris. Un peu de yang dans notre yin naturel pourrait tout aussi bien être le déclic
qu'on recherche parfois. Et peu importe qui tu es parmi ces deux catégories, si tu es un être humain avec des doigts et un smartphone, eh bien tu peux tout à fait décider de mettre 5 étoiles à ce podcast sur Spotify et Apple Podcast, et tu peux aussi t'abonner pour être sûr, sur YouTube également bien sûr, liker tout ça, pour être sûr d'être averti lorsque le dimanche un nouvel épisode sort, et on espère que ça va durer, et puis pour soutenir le podcast, bien entendu, on a passé les 4000 avis sur Spotify, 5,0 de moyenne, c'est très très cool, merci énormément. Donc, David Goggins, on va parler de lui, on va parler de son livre qui s'appelle Can't Hurt Me, qui a été traduit dans beaucoup de langues de par son succès. En français, je crois qu'il s'appelle Rien ne pourra me blesser, quelque chose comme ça. Il existe aussi en audiobook que je n'ai pas écouté, mais il paraît qu'il est assez fort parce que l'auteur ne le lit pas, mais il intervient. Il a fait un deuxième livre, mais on en parlera dans d'autres épisodes, parce que là, on a déjà assez à faire avec ça. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une autobiographie plus ou moins assez sympa. Je te mets les liens en description si jamais ça t'intéresse. Et moi, je t'avoue que ce livre, je l'ai acheté il y a 2 ans. Pire que ça, j'en ai acheté un il y a 2 ans et Amazon m'en a envoyé 2, c'est con. Tu vois, j'avais commandé, moi quand je commande des livres, je les commande sur Amazon généralement, j'en prends 5 ou 6 d'un coup, je les mets dans ma bibliothèque, ça m'inspire d'avoir des livres, ça m'inspire à chaque fois que j'en termine un, d'aller devant ma bibliothèque et de me dire, ok, qu'est-ce que j'attaque maintenant? Parce que dès que je termine un livre que je lis tous les soirs, j'en attaque à nouveau. Et celui-là, pendant 2 ans, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas pourquoi. D'un autre côté, je me dis, putain, ça m'aurait fait du bien de le lire, ça m'aurait plu de le lire plus tôt. D'un autre côté, je ne pense pas qu'il aurait pu y avoir de meilleurs moments pour que je le lise que en ce début d'année. Parce que c'est au début de l'année que j'ai lu ce livre. Du fait notamment que je fasse de la course à pied maintenant, je pense que c'est ça qui fait que ce livre me parle encore plus. Parce que on va présenter David Goggins dans les grandes lignes, qui est ce cher David, que je ne connais absolument pas. Donc, qui est ce cher monsieur Goggins? Donc, en gros, pour te faire le résumé un petit peu comme on pourrait le trouver à la fin du livre, David Goggins, c'est un Navy SEAL retraité. Donc, les Navy SEALs, c'est en gros les forces spéciales de la Navy américaine, donc c'est un truc de militaire assez renforcé. Il a fait ça pendant plus de 20 ans, c'est le seul mec qui n'a jamais complété l'entraînement des Navy SEALs, l'entraînement de la Army Ranger School et de la Air Force Tactical Air Controller. Enfin bref, le mec a été dans toutes les institutions de l'armée et il a top score partout en une 20aine d'années. En parallèle, et depuis, il a concouru dans plus de 60 ultramarathons, triathlons et ultra-triathlons. Et en plus, le mec, il était souvent dans le top 5, tu vois. Donc en gros, c'est un métis, c'est un gars qui fait quoi 6'1". Putain, ils sont chiants ces Américains avec leur système impérial. Sérieux les gars, prenez des centimètres, prenez des millilitres, vous nous cassez les pieds avec vos trucs. Sérieux, ça casse le cul à tout le monde en dehors de l'Amérique. Des pounds, mais prenez des kilos, sérieux, on se met tous à la page. Allez, on parle tous la même langue, on a tous la même économie, let's go, on partage tous notre... Ouais, allez, on va s'arrêter là quand même. Ok, donc, il fait quoi 6'1", il fait quoi 1m86, quelque chose comme ça, je suppose. Et le mec est un taré de course d'endurance. En fait, c'est un taré d'effort, c'est un taré de discipline, c'est un taré de je me force à faire des choses, même quand je souffre, encore plus quand c'est dur. Et quand je souffre, eh bien, je cours encore plus dans cette direction. Le mec, aujourd'hui, a couru des courses, typiquement, je crois qu'il en avait fait une de 235 miles. Donc le mec a fait une course de 300 km. Tu vois un peu le truc, courir 300 km de suite. Hein, ça veut dire que oui, là, quand même, je crois qu'il dort un petit peu. Mais il avait fait des courses de 200 km et quelques sans courir. Sans dormir, pardon. 200 km, c'est long. Moi, j'ai fait un marathon de 42 km. Je me dis, ok, 200 kills, pas encore, mais qui sait. Il est aussi assez connu pour avoir détenu, parce que ce n'est plus le cas maintenant, pour avoir détenu le record du maximum de traction en pronation faite en 24 heures. Le mec en a fait 4030 en 17 heures et il s'est arrêté parce que l'ancien record c'était genre 4017, quelque chose comme ça. Et il a fait 3 essais, d'ailleurs il en parle aussi dans le livre. Dans le livre, il raconte son histoire, il raconte ses difficultés, comment il les a overcome, comment il les a surpassées dans sa vie, dans son sport, dans sa tête et dans son milieu professionnel notamment. Mais selon lui, j'ai bien l'impression que tout se résume beaucoup à comment il a réussi à dominer ce qui se passe dans sa tête, son esprit, cette petite voix qui nous dit
Tiens, j'ai pas envie de faire ça. Tiens, est-ce que je ferais ci ou ça? Ça, c'est plus facile. Ok, je le fais pas. Lui, il arrive à... Et manifestement, c'est pas le dernier mec, en tout cas, pour se faire des trucs que lui-même dit ouvertement qu'il n'a pas envie de faire. Hein, voilà. Après, ça, c'est... Ouais, enfin bref. Du coup, aujourd'hui, je crois que le record, il est à 8000, quelque chose comme ça, un truc de taré. Sur Instagram, j'ai vu qu'il avait même posté qu'il l'avait refait il y a pas si longtemps. Il pensait l'avoir battu en faisant 7700, quelque chose comme ça. Donc 7700 tractions en une journée. C'est un truc d'énorme fracassé, qu'on se le dise. Parce que fracassé, tu vois l'état de ses mains. Il y a une photo de sa main. Je crois qu'il a une brûlure au 3e degré, quelque chose comme ça. Une brûlure au 3e degré sur sa main en faisant des tractions. Ça veut dire qu'il s'est ouvert jusqu'au sang. Enfin bref. Le mec est taré. Le mec est extrême. Est-ce qu'il faut faire comme lui? Non. Est-ce qu'il faut être comme lui? Non. Est-ce qu'on a envie d'être comme lui? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Putain, moi je trouve. Donc c'est bien ça qui m'a beaucoup plu. Il est aussi devenu motivational speaker, tu vois, donc conférencier de motivation, conférencier motivant, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, le mec est à la retraite de l'armée après plus de 20 ans de service et il continue de se pousser en fait. Le mec a plus besoin, mais il continue plus fort que jamais. Il est assez anti-réseaux sociaux, il est assez anti-téléphone et trucs qui le sortent, qui essayent de lui pomper en fait sa capacité à réfléchir et à contrôler son esprit. Il n'a pas très envie de se faire contrôler son esprit par quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est marrant et du coup il se détache beaucoup de la technologie, on peut comprendre, mais il poste quand même sur Instagram de temps en temps et on parlera un peu plus de ce qu'il fait malgré le fait qu'il soit multimillionnaire et tout aujourd'hui avec ses livres et tout. Le mec continue d'être un énorme taré et de ne pas se reposer alors qu'il pourrait. Voilà qui est ce gars et je trouve ça intéressant. Et on va en parler. Je vais revenir un tout petit peu sur son histoire, ce qu'on peut trouver en plus de détails dans son livre, et juste après avoir vu ça, histoire qu'on pose un peu le contexte, tu vois, rien que ça, moi je trouve que ça vaut la peine. Bon, c'est une bonne partie du livre, évidemment, c'est au travers de son histoire qu'il a découvert, appris, et ensuite, évidemment, de façon pédagogique, et c'est même pas lui tout seul qui a écrit son livre, c'est évident, de façon pédagogique, a réussi ensuite à poser certains concepts, certains challenges, certaines façons de reformater son esprit ou d'utiliser son esprit, son histoire, et de façon assez bien décrite et assez applicable. On n'est pas juste sur comment dire, sur de la loi de l'attraction ou, enfin bref, c'est tout ça, mais en fait c'est ça concrètement aussi. Mais avec le côté action qui vient avec et qui peut être en fait malheureusement oublié parfois. Parfois, dans le principe très important de la loi de l'attraction, on a tendance à oublier la partie où il faut arrêter en fait de se répéter une phrase et il faut quand même que ça influence nos actions. On va y revenir. Voici tout de suite un petit résumé de son histoire. David Goggins est donc né le 17 février 1975 à Buffalo, à New York. Tiens, c'est marrant, je suis né le jour d'après. Ça n'a absolument rien à voir, surtout que c'était 15 ans plus tard. Le mec a donc 48 ans aujourd'hui, quelque chose comme ça, et quand tu vois sa condition, ça va encore. Pourtant, il en a demandé à son corps, ça c'est clair. Son enfance, justement, a été, en fait, un mec, il a été traumatisé, on dira, par beaucoup de choses. Il est né dans un contexte familial avec un père particulièrement abusif. Il en décrit certains détails, mais même dans des podcasts, il raconte qu'il y a plein de trucs qu'il n'a pas osé raconter dans son livre, parce qu'en fait, il n'est pas en super bon terme. Il est en termes moyens avec son père, j'imagine, aujourd'hui. Il en parle un peu, mais tu vois, traumatisé dans le sens où son père, c'était un genre de pimp, c'était un genre de mec, bref. Un peu l'archétype du tyran narcissique. Un petit peu, si je comprends bien, il possédait un roller, un endroit où les gens peuvent faire du roller. C'est un truc très américain, ou du patin, je sais pas, c'est du roller. C'est un genre de piste en cercle où les gens peuvent danser, faire du roller. Ça n'existe pas vraiment par ici en Europe, en tout cas pas en France et en Suisse, j'ai l'impression. Et il y a aussi un bar ça se transforme en disco, etc. Et en gros, ce qu'il faisait avec sa famille, donc il avait ce cher Trunis Goggins, avait donc une femme et 2 enfants, donc David et son frère Trunis Jr.,
parce que les Américains, ils aiment bien appeler leur fils par leur même prénom, sauf qu'ils mettent un junior derrière. Eric Junior n'est pas encore né, mais il ne naîtra sûrement jamais. Enfin bref, je trouve ça assez marrant, c'est la culture américaine, un peu comme ça. Et en gros, il bat sa femme devant ses enfants, il bat ses enfants, il les exploite. C'est-à-dire que les enfants, dès le plus jeune âge, doivent travailler dans l'entreprise familiale. Mais c'est pas vraiment l'entreprise familiale, c'est plutôt l'empire mégalomane du père absolument taré, parce qu'il a eu sa propre éducation qu'il a manifestement répercutée sur ses enfants. Ça, c'est ce que David a raconté dans des podcasts également et des interviews et tout. Et en gros, il exploite sa famille, ses enfants. Évidemment qu'il se tape des prostituées à gauche à droite, etc. devant même sa femme. Tu vois, sa femme, elle rentre. Elle lui faisait exprès qu'elle le voit en train de se taper d'autres meufs. Juste histoire de la réduire à néant, en fait. C'est un peu la tactique, j'ai envie de dire, même si je m'y connais pas particulièrement. C'est un peu le profil, voilà, comme j'ai dit, du pervers narcissique, tyran, qui veut absolument te détruire mentalement pour que tu lui appartiennes et que tu puisses, qu'il puisse te posséder. Je dis « il » parce que c'est quand même un truc qu'on voit plus souvent chez certains pauvres hommes qui ne sont pas des hommes, en fait, qui sont des petits garçons pendant jusque loin dans l'âge adulte, que ce soit leur faute ou pas. Voilà, bien évidemment, ils sont probablement pas nés comme ça. On l'a probablement poussé sur eux d'une certaine façon par l'environnement et l'éducation. Mais justement, ce qui est intéressant avec tout cela, c'est que David Goggins a réussi, apparemment, à briser ce cycle. Parce que ça se répète encore et encore. Pourquoi ? Parce que son père lui faisait ça au père. Enfin, le grand-père de Goggins faisait ça à son père. Et donc, tu perpétues jusqu'à ce qu'éventuellement quelqu'un arrive à briser le cycle de la lignée, en quelque sorte. Alors évidemment, il y a d'autres cycles qui sont plus durs à briser, hein, les couches sociales, etc. Ok. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il a connu la pauvreté de fou. Pourquoi ? Parce que son père ne partageait rien. C'est-à-dire que tout le monde travaillait gratuitement. Et donc, vu que sa femme et ses enfants n'avaient rien, ils pouvaient pas partir. Parce que si t'as zéro thune, si c'est toi qui gardes toute la thune, bah ta femme et tes enfants, c'est tes esclaves. Et c'était ça. Et des esclaves auxquels tu files des coups de ceinture. Enfin bref, auxquels tu les humilies, tu les frappes, tu les rabaisses, etc. Donc voilà le truc pas ultra stylé. Éventuellement, sa mère donc s'enfuit avec ses 2 enfants, mais il y a que David qui va rester avec sa mère parce que son autre frère avait une meilleure relation avec son père et il l'admirait d'une certaine façon différente. Et il est retourné voir son père, son autre frère. En gros, ils se sont enfuis avec sa mère et en gros, il s'est passé plein de merde. Vraiment, genre succession de merde. Déjà, David, donc un métis, donc noir. À cette époque en Amérique, le racisme était quand même largement plus présent. C'est ce qu'il raconte. Donc quoi, il s'est retrouvé dans d'autres voisinages, dans des... Je rigole, mais c'est tristement drôle. Ils sont partis pour arriver dans une ville qui était pas loin, genre du chef-lieu du Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Cette espèce de clan manifestement, hein, moi j'y connais pas très bien, mais tu sais, c'est ces mecs avec les chapeaux pointus blancs qui sont tout habillés de blanc et qui sont connus pour être extrêmement racistes. pour dire les termes, extrêmement racistes. Et bref, il a subi du racisme énormément. C'était le seul noir dans son école, etc. Sa mère a finalement éventuellement trouvé un mec bien pour lui. Qu'est-ce qui se passe quelques mois après ? Ce mec se fait assassiner, évidemment parce que ça aurait été trop facile d'avoir enfin une figure paternelle à peu près correcte. Bref, c'est un peu de la merde. Il est plus ou moins analphabète et illettré, mais il arrive à s'en sortir à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il copie sur tout le monde. Il copie tout ce qu'il réussit à faire, c'est en se disant bah il faut que je me démerde. C'est la démerde. Il est en état de survie, en fait, d'instinct de survie permanent, en mode je vais me faire buter. Pourquoi ? Parce que ça lui a été engrainé depuis son plus jeune âge que si il baisse sa garde, bah il s'en prend une dans la gueule, et que vu que de toute façon il va s'en prendre une dans la gueule, autant rester sur sa garde pour que ça fasse un peu moins mal, tu vois. Enfin bref, putain, et il raconte un peu tout ça dans différents détails qu'il a décidé de partager, hein, parce que c'est un livre qu'il partage, évidemment, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Sa mère, ouais.
Elle a un rôle qui lui a été imposé. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Enfin bref, je vais pas faire tout le truc parce que j'en reparlerai peut-être dans d'autres épisodes à ce propos ou quoi. Et puis je t'encourage à te renseigner si jamais. Mais pour revenir un peu plus sur la suite de son histoire, bon, ce jeune adolescent qui finit par devenir un adolescent, il essaye de... Il raconte un peu ça. Il s'habillait avec des frocs qui lui tombaient aux genoux. Il avait des coupes de cheveux atypiques. Il essaye d'être un peu le mec drôle. Enfin, il se protégeait un peu comme il pouvait. Il raconte plusieurs événements racistes en mode les gens taguaient die nigger ou un truc du genre. Tu comprends ce que ça veut dire. Des grosses insultes racistes taguées sur sa voiture, dans ses livres de classe. Enfin bref. Pas un environnement extrêmement sain, je pense. On pourrait parler de toxicité à un niveau relativement correct, j'ai l'impression. Vers 19 ans, en gros, c'est quoi le bail ? Ouais, le bail, c'est un peu son histoire, c'est qu'il prend énormément de poids. Le mec était un petit gros quand il était jeune aussi. Ensuite, il prend énormément de poids jusqu'à peser 300 livres, c'est-à-dire 135 kilos pour 1m86. Donc j'aime autant dire une énorme boule. Après, il avait fait de la muscu, etc. Mais il était incroyablement fat. Il bosse dans l'extermination de cafards. Voilà, c'est ça sa vie d'abord, ouais, c'est un petit peu dur. Je vais raconter quelques histoires par rapport aux concepts qui sont appliqués derrière. Mais en gros, il essaye de rejoindre la Air Force quand il a 19 ans. Il abandonne. Après tout un procédé qu'il explique dans le livre, c'est un peu sous couvert médical, mais lui, au fond de lui, il savait qu'il avait abandonné parce qu'il avait utilisé l'excuse de « Ah, en fait, j'ai des maladies auto-immunes et des trucs pas de chance. » Le mec a un trou dans son cœur. Enfin bref, il a pas eu toutes les meilleures cartes à la naissance, on dira. Mais en gros, il se retrouve à 24 ans à être un exterminateur de cafards, à peser 135 kilos et à s'acharner contre la vie, en fait. Et à se dire, ma vie, elle pue énormément la merde, eh bien, c'est la faute à mon père, c'est la faute à la vie, c'est la faute aux racistes, c'est la faute à tout le monde. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir pour penser ça ? Franchement, c'est pas moi qui vais me prononcer, je n'ai certainement pas vécu quelque chose de similaire, donc je ne saurais juger. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, après un événement particulièrement pénible au travail, où il s'est battu contre une armée de cafards, il rentre, il mange ses donuts et son énorme shaker américain au chocolat, tu vois. Ça, c'est lui qui le raconte. Et il se pose devant la télé, il voit un documentaire sur les Navy Seals. Donc, ces unités d'élite des forces spéciales de l'armée américaine qui sont en train de passer le rituel d'entrée, un des rituels d'entrée chez les Seals qui s'appelle la Hell Week. Hell Week, littéralement, ça veut dire la semaine de l'enfer. Voilà, ça pose le ton. C'est en gros une énorme semaine qu'on pourrait qualifier de bizutage, pour vraiment résumer ça en un seul mot, de bizutage physique et psychologique, de façon à filtrer en fait ceux qui sont vraiment tarés, en quelque sorte, ou qui sont suffisamment tarés. Et taré, c'est positif, tout comme ça peut être négatif, mais dans ce cas de figure, ça relève d'un certain type de profil qu'on recherche à l'armée américaine. Quand c'est un mec qui doit aller infiltrer des opérations spéciales dans des pays étrangers, t'as quand même pas envie qu'il se chie dessus à la première occasion. Donc apparemment, ils sont très bien entraînés pour éviter qu'ils se chient dessus au mauvais moment. En tout cas, si tu te chies dessus pendant cette semaine, on peut pas trop t'en vouloir parce que t'es pas le seul, mais on va te dire merci, au revoir. Et ça a été apparemment un véritable déclic pour lui. Il a décidé de se lancer dans une carrière militaire. Malgré de nombreux obstacles, notamment des problèmes de santé, de conditions physiques, il a réussi à intégrer les forces spéciales. Il est devenu un des membres de Navy Seals. Il a fait 3 Hell Week de suite. Et ça a l'air d'être sacrément intense. C'est des trucs où on te met dans l'eau glaciale pendant des heures, on te fait porter des trucs. Enfin bref, ça a l'air particulièrement difficile physiquement, mais surtout psychologiquement. Et c'est ce qu'il explique dans ce livre, c'est que quand on abandonne rarement parce que physiquement on est au bout. On abandonne parce que psychologiquement on pense ne pas pouvoir en encaisser plus. Et c'est là toute la force de ce livre, c'est d'essayer de débloquer certaines limites mentales qui sont auto-imposées, qui sont imposées par nous-mêmes, nos craintes, nos peurs, qui reviennent peut-être même d'un héritage ancestral, biologique, comme quoi ton cerveau te pose des barrières extrêmement enfouies pour te protéger d'une certaine façon, de différentes façons. C'est peut-être un peu comme ces histoires de
de femmes qui soulèvent des voitures parce qu'il y a un enfant dessous, il y a leur enfant coincé dessous, et elles te deadlift. Alors tu vois, c'est un peu ces mythes de femmes, de mères, qui deadlift des caisses. C'est quand même un truc qui est réservé à des gens avec une certaine condition physique, normalement, tu vois. Et sous l'adrénaline, sous le fight or flight, sous le putain, vas-y, c'est une question de vie ou de mort, donc mon cerveau va estomper et abattre toutes les barrières mentales que je peux avoir, les barrières de force surhumaine que peut-être on a au fond de nous parce qu'on peut peut-être toujours pousser un peu plus. Mais si on pousse pas, si on est limité par notre capacité à pousser, par ce que notre cerveau permet d'exercer, permet de libérer, permet de réaliser que, ah putain, le cerveau, il est quand même là pour te dire, putain mec, en fait, si tu fais un mouvement ultra brusque, ultra fort, tu vas te déchirer un membre, en fait. Tu vas te déchirer une artère, tu vas te péter du cartilage, tu vas t'exploser, tu vas te buter, en fait. Donc ton cerveau, il est aussi là pour te protéger. Et dans une certaine manière, d'après Goggins, j'aurais envie de dire, notre cerveau, et là j'entends notre esprit, notre voix, notre dialogue intérieur, a tendance à nous surprotéger et à nous pousser dans du surconfort, peut-être encore plus dans la société actuelle. Bref, ce mec fait 3 Hell Week, il en termine 2 en une seule année, sauf erreur. Il fait 20 ans d'armée. En parallèle, le mec, c'était du genre à se lever à 4h du mat pour aller faire 3 heures de vélo avant d'aller faire son taf pendant 8 heures de suite, avant d'aller à la salle le soir, de rentrer dormir 6 heures et de recommencer le lendemain. Voilà, le mec a commencé à se faire des... On va en parler juste après, justement, comment il a couru des premières longues distances avec aucune expérience, mais qu'il l'a quand même fait. Bref, très connu pour repousser ses limites physiques, ses limites psychologiques, être capable d'endurer. Donc un très grand athlète d'endurance, un athlète hybride, donc très axé musculation, très axé renforcement. Il avait fait pas mal de powerlifting / bodybuilding avant de se mettre plus, donc ça c'était plutôt dans l'armée, avant de se mettre plus à l'endurance en parallèle et après sa carrière militaire. Bref, le mec est plutôt respecté comme étant un mec qui arrive à se dépasser et manifestement à pousser d'autres personnes à le faire et à réaliser leur plein potentiel. C'est en tout cas la mission qu'il semble s'être décernée à lui-même, et ce n'est pas vraiment une mission divine, en tout cas quand tu l'écoutes, et je le crois, avec grand plaisir. Il ne se positionne pas comme étant au-dessus des autres, et évidemment que quand tu as ce genre de message, t'as pas envie qu'on te dise... Je dis ça, c'est le contre-argument, mais t'as pas envie qu'on te dise « Ah, mais toi, tu peux parce que t'es surhumain, ah, parce que t'es né comme ça, ah, parce que, en fait, génétiquement, ah, parce que, en fait... » Lui, il déteste ce genre de choses, je te le dis tout de suite. Les excuses sous lesquelles on peut ranger peut-être l'écrasante majorité des contre-arguments à ses yeux, pas tous peut-être quand même, mais par défaut, ça sera rangé là-dessous. Il aime penser que en fait, et puis putain, évidemment qu'il a raison. Il aime penser qu'on est tous capables d'un petit peu plus que ce qu'on peut croire, en fait, des fois. Que ce qu'on peut essayer de se faire croire soi-même, parfois. Je ne vais pas le contredire. Je pense que pas grand monde de bonne foi pourrait le contredire. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a envie de faire un peu plus que ce qu'il pourrait ? Non. C'est pas justement l'idée, c'est pas le message. C'est pas comme ça que je trouve intéressant d'interpréter le parcours et les paroles d'un mec comme lui, parce qu'il le dit lui-même, et c'est évident, si t'as un peu de bon sens, il faut pas faire comme lui, putain. C'est ce genre de mec, il en faut des exemples comme ça, c'est ce genre de mec où il vaut mieux s'inspirer de ce qu'il a fait d'une façon qui nous est propre, plutôt que de vouloir répliquer le truc. De toute façon, on ne pourra pas être comme lui, tu peux pas être comme lui, moi je peux pas être comme lui, et on n'a pas envie, on peut être que nous-mêmes. Tu vois, j'ai envie de sortir un super cliché que j'ai lu dans une description Instagram, dans une bio Instagram une fois. Be yourself because everyone else is taken. Et j'accentue l'accent français pour ridiculiser le truc. Malgré moi, je suis désolé, parce qu'en plus, c'est une citation qui est tout à fait stylée. Donc, je vais la refaire en essayant de m'appliquer. Be yourself because everyone else is taken. Sois toi-même parce que tout le monde est déjà pris, putain. Goggins, il est déjà pris. Machin, il est déjà pris. Truc, il est déjà pris. Machine, elle est déjà elle-même. Donc, il faut s'inspirer des autres. Il faut s'inspirer de ce qu'on trouve autour de soi. Même quand on n'a pas eu des modèles exemplaires dans sa vie, comme manifestement David Goggins. Moi-même qui ai l'impression de pas du tout avoir eu une vie si traumatisante quand je suis jeune, mais c'est aussi ma façon de voir les choses, et je vais y revenir un petit peu après, je pense. Je suis particulièrement inspiré par ce genre de message. Donc,
voilà un tout petit peu pour son parcours dans les grandes lignes, histoire que tu comprennes un peu que le mec est quand même taré et qu'il a fait des... Enfin, le mec c'est enculé le corps. Hein. Enfin, excuse-moi le terme. Il était du genre à avoir des fractures de stress parce qu'une Hell Week, c'est un truc où on te traumatise physiquement. Hein. C'est-à-dire... s'il y a un os qui est un petit peu fragile, il va casser, tu comprends. Il raconte même des histoires comme quoi il y a des collègues à lui qui sont décédés pendant les épreuves nautiques. Les épreuves sous-marines typiquement. Hein, tu vois le genre de truc le genre de truc de fou. Après, enfin bref, on va pas revenir sur la légitimité de ce genre d'entraînement. Comme je l'ai dit, il recherche des mecs tarés et pour certaines opérations, t'as envie qu'un mec soit suffisamment solide, solide quand même. En tout cas, enfin voilà, c'est le genre de choses qu'il raconte. Mais le genre de choses qu'il raconte, c'est qu'à force de faire ces trucs à répétition, parce qu'en fait, il y a un truc médical, il doit abandonner, il doit recommencer. Ensuite, il doit à nouveau arrêter pour des raisons médicales. Et là, on lui dit, bah mec, en fait, dans une carrière d'un être humain, on accepte que 3 fois que tu fasses la Hell Week. Donc la 3e et dernière fois, c'est ta dernière chance. Et la 3e et dernière fois, il avait toujours pas récupéré de tout le stress physique à son corps. Et c'était du genre... Et ça, c'est le genre de truc, même limite, quand tu lis le livre, tu te dis, le mec nous mytho. Il nous mytho, c'est pas possible. À un moment donné, il a enjolivé de fou son histoire de paraître encore plus badass en quelque sorte. Je ne pense pas que ce soit le cas. Quand tu l'écoutes en podcast, lui-même, il dit que son histoire, en fait, elle est risible. Mais bon. Le mec se scotchait les jambes. Le mec a les tibias à moitié fracassés, il se scotchait les jambes tous les matins de façon à les stabiliser un tout petit peu pour pouvoir aller courir toute la journée quand même pendant ses épreuves de l'armée. Donc le mec a un problème dans sa tête. Ça va être la résultante et la conclusion qui peut nous arriver dans la nôtre quand on écoute ce genre d'histoire. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller courir quand tes jambes sont cassées? Non. Est-ce qu'il faut le faire? Non. Est-ce qu'il faut se reposer suffisamment? Oui. Est-ce qu'il faut prendre ça pour une excuse pour ne rien foutre? C'est pas ce que ce cher Goggins a l'air de dire. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette histoire. Et j'en parlerai, mais le mec, pendant des années, son corps, en fait, s'est recroquevillé sur lui-même. Il a jamais fait de stretching, de souplesse. Et ça l'a baisé. Ça l'a baisé. Il a cru qu'il allait mourir, en fait. Il a cru qu'il était il était mourant. C'est juste que son corps était sous tellement de stress toute sa vie et qu'il n'avait jamais essayé de relâcher un peu la pression, de relâcher un peu cette tension recroquevillée sur lui-même où justement il est là pour se protéger, il doit être dur, il doit se rendre... Ah tu vois, le mec il a appris, mais il a appris tout seul. Hein. Le mec se targue justement de tout avoir appris tout seul, enfin il a sa propre façon de faire. Il est un peu taré quoi, le mec est un peu taré. On peut sûrement en tirer quelques trucs et on va justement voir ce qu'on peut éventuellement en tirer de façon plus concrète. On va commencer avec le premier concept. Parmi une dizaine qu'il aborde, il y en a qui sont plus ou moins tangibles. Je ne sais pas s'il a voulu en faire 10 parce que c'était stylé le numéro 10. En tout cas, il en a fait 10 et il y en a plusieurs qui valent clairement la peine. On va peut-être en voir 2 ou 3 dans cet épisode parce que je trouve ça particulièrement stylé. Let's go. Le premier outil qu'il nous mentionne, d'ailleurs je crois que c'est justement un des tout premiers du livre, qu'il mentionne, il l'a appelé The Accountability Mirror. Donc ça va être le premier concept. Traduction littérale, on dira le miroir de la responsabilité. To be held accountable, c'est un mot qui n'est pas toujours évident à traduire en français, mais c'est en gros, effectivement, d'être tenu responsable pour tes actions en quelque sorte, ou d'être tenu responsable tout simplement. Et il raconte un petit peu comment il en est arrivé là. Et tu vas comprendre l'image du miroir justement, si tu ne connais pas son histoire. C'est que vers la fin de l'adolescence, bah voilà, il va de moins en moins en cours, il copie tout ce qu'il peut pour essayer de s'en sortir. Sa mère n'est pas vraiment au courant. Il se cache derrière, voilà, il se cache en fait beaucoup. Après tout ce qui lui est arrivé, en se faisant passer pour le mec perché mais marrant, tu vois. Sa mère reçoit finalement une lettre de l'école qui lui indique comme quoi il va se faire jarter s'il arrête pas de sécher. Sa mère, elle est au bout du rouleau, elle sait plus quoi faire parce que forcément, sa vie n'est pas toute rose non plus. Et en gros, ce jour-là, ou à peu près à ce moment-là, c'est ce qu'il raconte un petit peu dans le livre, et je vais pouvoir te lire 1 ou 2 petits passages aussi pendant ces petits concepts parce que je trouve ça sympa. En gros, il sort de sa douche, il se regarde dans le miroir et il décide de se dire ces 4 vérités lui-même. Donc là, je peux quote un petit peu.
il se regarde dans le miroir et il se dit des trucs du style que voilà, les mecs de l'armée que lui il idéalise, tu les vois pas avec des frocs qui tombent jusqu'en bas du cul. Tu les vois pas parler comme des wannabe gangsters, tu vois. None of this shit is gonna cut it. Donc aucune de cette merde ne va suffire. Et là, tu vois, évidemment, après, c'est storytellé un peu dans le livre, on est bien d'accord, on n'était pas là le jour où il a dit devant son miroir. Quoi qu'il en soit, ça me semble particulièrement... de toute façon, moi, je pars du principe que tout est vrai, évidemment. It's on you, I said. Yeah, I know shit is fucked up. I know what you've been through. I was there, bitch. Merry fucking Christmas. Nobody's going to save your ass. Not your mommy, not Wilmuth. Nobody, it's up to you. Donc ça, c'est lui qui se le dit en se regardant dans le miroir. Si tu ne comprends pas l'anglais, je t'encourage énormément à comprendre l'anglais parce que ça te débloque un monde de connaissances, de contenu et d'apprentissage qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français. Ce qui n'est pas le cas de ce livre, heureusement, je te recommande de le lire même en français. Donc il dit, en gros, il se regarde dans le miroir et il se dit, mec, je sais que ta vie pue la merde, je sais que la vie pue la merde, je sais par quoi tu es passé, j'y étais en fait, bitch, donc voilà, je te laisse traduire toi-même. Merry fucking Christmas, ça veut dire joyeux Noël, espèce de voilà, c'est pas toujours évident à traduire les insultes américaines, tu comprends. Joyeux putain de Noël. Personne ne va venir sauver ton cul, pas ta mère, pas Wilmuth. Personne, c'est à toi. Et Wilmuth, c'est le pauvre mec que sa mère avait rencontré qui s'est fait assassiner en fait, tu vois. Et en gros, il disait que son nouveau rituel était assez simple, c'était de se retrouver devant son miroir, de raser sa tête et tous les soirs de parler à voix haute et de dire les choses telles qu'elles sont. Comme je l'ai dit, c'est le genre de mec, il va dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les voit. Il va pas sugarcoat le truc, il va pas mettre du sucre dessus, il va pas l'enrober avec un joli petit ruban tout rose pour protéger ses propres émotions à lui quand il parle. C'est la façon, à nouveau, comme j'ai dit, lui, il réagit bien à ça. Beaucoup de personnes réagissent assez bien à ce genre de discours. D'autres personnes, ça passe moins. Voilà, chacun son truc, mais je sais que ça marche assez bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien les deux, je reconnais. Mais ça, j'aime particulièrement de temps en temps un petit pied au cul. Moi, j'adore. J'adore un petit pied au cul. J'aime bien me le mettre moi-même. C'est important d'être capable de se le mettre soi-même. Et c'est justement ce qu'il avait l'air de faire à ce niveau-là. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait ses objectifs. Tiens, il écrivait ses objectifs sur des post-it et il les mettait sur son miroir, sur le miroir qu'il appelait The Accountability Mirror, donc le miroir de la responsabilité. En gros, il a commencé par des petites choses, il a commencé par ses corvées, par exemple, il écrivait sur des post-it « Pull up your pants », c'est-à-dire « relève ton froc ». Il y avait des trucs du style « rase-toi la tête tous les jours », nettoie la vaisselle, fais ton lit comme si tu étais à l'armée, tous les jours, fais ton lit comme si tu étais à l'armée, etc. Et ce qu'il dit, c'est que « I wasn't fluffy, I was raw ». Donc, comme je l'ai dit, il disait les choses de façon brute, que ça lui plaise ou non. Et là, ça c'est un livre qui date de 2018, hein. Je précise, ce livre date de 2018, il a été sorti, le mec n'était pas vraiment connu, il a sorti ça tout seul, il n'était pas encore énormément connu. Ensuite, il a explosé hein, à partir du moment où, juste avant qu'il ait sorti son livre, il a explosé. Mais c'est pour dire, il a publié ça de façon indépendante, sans savoir le succès que ça allait avoir, mine de rien, parce que personne connaissait vraiment son histoire. Ça date un petit peu, tu vois, le mec, il a 50 ans, tout ça, c'est des trucs qui se sont passés il y a longtemps, du coup, dans les années 80, 90. Et donc, quand je dis qu'il dit les choses de façon brute et que c'était en 2018, tu vois, lui, le body positive, voilà, écoute, il a pas l'air d'être d'accord avec tous les préceptes, en tout cas, j'ai envie de dire, parce qu'il donne des conseils aussi, hein, il transfère un petit peu entre son histoire et ensuite il adapte le truc en mode un peu plus, du coup, conseil pour toi, le lecteur, de comment est-ce que tu peux faire les choses, en tout cas, si tu veux t'inspirer de sa façon à lui de faire. Voilà, en gros, il dit... il dit « If you look in the mirror and you see a fat person, don't tell yourself that you need to lose a couple of pounds. Tell the truth, you are fucking fat. It's okay, just say you're fat if you're fat. » En gros, si tu regardes dans le miroir et que tu sais et que tu vois quelqu'un de gros, ne te dis pas que tu dois juste perdre quelques kilos, dis-toi que tu es gros. Dis-toi que tu es putain de gros, même si je veux traduire littéralement. Mais dis simplement les choses. Si tu vois que tu es gros, dis-toi que tu es gros. Le miroir, the dirty mirror that you see every day is going to tell you the truth every time, so why are you still lying to yourself? Le miroir sale que tu vois tous les jours va te dire la vérité à chaque fois. Donc pourquoi est-ce que tu te mentirais à toi-même? Call yourself out, dénonce-toi. Voilà,
C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de prendre la responsabilité personnelle de ce qui t'arrive. Et là, ça vient quand même de la part d'un mec pour qui on peut quand même se dire, tiens, c'est pas vraiment de sa faute. Une partie des choses qui lui sont arrivées, ce n'est pas vraiment de sa faute. Et voilà, après il continue un petit peu son histoire et tout. Il parle de ça, comme ça l'a beaucoup aidé pendant un certain temps à se remettre en ordre. Et à la fin de chaque chapitre, il donne un peu le challenge, il donne un peu le truc à faire de l'exercice de dev perso, un petit peu ce qu'on peut en tirer nous, les lecteurs. Et il te dit, en fait, bah vas-y, crée-toi ton propre accountability mirror. Il te dit que pour lui, les devices digitaux ne fonctionnent pas. Il faut les écrire, il faut les sortir de soi, il faut les poser par écrit sur un papier. Ça peut être nos insécurités, ça peut être nos rêves, ça peut être nos objectifs. Écris-les sur des post-it et pose-les sur ton miroir. C'est un petit peu ce qu'il recommande de faire là-dedans. Et je pense qu'il y a une énorme puissance dans cette action. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Écrire les choses, dire les choses à voix haute. Toutes ces façons de ressortir certaines choses vont les rendre beaucoup plus vraies. Beaucoup plus vraies, à mon sens, ça veut à la fois dire qu'elles vont être beaucoup plus plausibles, beaucoup plus... Ah tiens, en fait, c'est pas si... Tu vois, il y a le rêve où tu rêves pour de vrai, et il y a le rêve où tu te dis, tiens, mais en fait c'est possible, peut-être. Ça nivelle un petit peu tout vers quelque chose vers un petit peu la réalité, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire. Tes insécurités et tout, si tu les gardes en toi tout le temps, c'est bien connu qu'un bon moyen de se débarrasser du fardeau de ces insécurités ou de ces traumas qui peuvent te peser plus ou moins toute ta vie, un bon moyen de peut-être te soulager, c'est justement de t'en soulager de façon littérale, c'est-à-dire que ça sorte de toi pour les poser par écrit, que ça sorte de toi pour en parler à quelqu'un, pour en parler à ton pote, ta mère ou ton psy, tu vois, c'est un peu à ça que ça sert, hein, manifestement, et j'aime penser que ça aide, ça aide beaucoup, pour certains traumatismes, plus ou moins forts, plus ou moins graves, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de concours de qui a le plus souffert, j'aime penser, même si objectivement il y a des situations évidemment bien plus douloureuses que d'autres, on va pas se mentir. Il n'empêche que ça peut faire énormément de bien et que ça peut te rappeler que soit en fait c'est normal, soit c'est sorti de toi, soit bah c'est là, ça te le rappelle, ça te dit putain mon objectif il est là en fait, je le vois tous les jours. C'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai écrit ça et si j'ai écrit ça c'est parce que j'y crois vraiment. Parce que des gens qui écrivent des objectifs qu'ils ont sur du papier et qui les regardent souvent, il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Donc ceux qui le font sont rares, apparemment. Parce que sinon, tout le monde se baladerait avec ses objectifs écrits quelque part, tu vois. Ce qui n'est probablement pas le cas. Et donc, si peu de gens le font, il faut croire que ceux qui le font, ça leur tient à cœur. Mais alors, si moi, je l'ai fait, bah peut-être que ça me tient à cœur, en fait. Si ça me tient à cœur, c'est que ce que j'ai écrit sur ce putain de post-it, ça me tient à cœur. Et je vois ça tous les jours. Tous les jours, je le vois. Je peux pas l'ignorer. Il est là. Tous les jours, je me dis, putain, bah en fait, j'ai cet objectif. Est-ce que je m'en suis approché un petit peu? Non. Pourquoi? Comment? Quelle est ma raison? Mon excuse? Mon delay? Ça peut être particulièrement... bah en fait, il faut se le dire. À partir du moment où tu entres dans cette démarche, tout le monde n'est peut-être pas réceptif à cette démarche, hein, bien sûr, comme je l'ai dit, mais à partir du moment où tu entres dans cette démarche de « bah en fait, je suis responsable d'énormément de choses, si ce n'est tout », bah en fait, cet objectif qui est sur mon truc, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de me dire « bah en fait, finalement, ça n'a pas d'importance pour moi et je suis en paix avec ça ». Parfait, aucun problème. Ou c'est ma responsabilité de me dire, bah en fait, si je le veux, je vais quand même devoir aller le chercher, quoi. Je vais quand même devoir faire des actions. Ça va pas venir tout seul normalement. C'est ma responsabilité de travailler pour, de vivre en paix avec le fait de ne pas l'avoir, de vivre en paix avec moi. Vivre en paix avec moi, ça veut dire, bah, essayer d'être à peu près aligné. J'aime penser, hein, c'est ma définition personnelle, je te la sors de mon cul là, comme ça, d'être relativement aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ton identité, qui tu es. Voilà. Quand tout ça c'est à peu près aligné, bah normalement, si tu écris un truc sur un papier, parce que tu as vraiment envie de le faire, si tu l'écris sur le papier, c'est parce que tu as vraiment envie de le faire, si tu as vraiment envie de le faire, tu as la preuve, parce que tu t'en approches un petit peu d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un truc plus ou moins indirect, plus ou moins éloigné, suivant ce que tu écris sur ton papier, ça peut te prendre une vie, ça peut ne jamais être atteint. Peut-être que ton objectif n'est pas d'atteindre quelque chose, mais c'est d'entrer dans un processus, dans un système, dans ta vie, qui te fasse continuer jusqu'au bout. Peut-être que ton objectif, ce n'est pas le résultat, mais c'est le process
On en revient un petit peu à l'épisode que j'ai fait sur les objectifs et les systèmes à mettre en place pour les atteindre. Un épisode que je peux te recommander. Mais ouais, bref, je vais m'arrêter là gentiment pour ce que David Goggins avait à dire là-dessus. Moi, j'ai des petites expériences parce que du coup, j'ai écrit ça, puis ensuite, j'ai noté les 3 concepts sur lesquels je voulais revenir avec quelques notes sur les pages, etc. Parce que j'ai quand même préparé cet épisode, évidemment. Et je me suis dit, tiens, mais moi, c'est quoi un peu quelles sont mes expériences à ce propos ? J'en ai trouvé plusieurs. Je vais en nommer 2. Il y en a une première, c'était quand j'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais sans jamais trop détailler, quand j'étais en Australie, parce que j'ai fait mes études bachelor-master. J'ai terminé mon master en finance en Australie, à Sydney, pendant un semestre, où j'en avais rien à carrer des cours. Je voulais juste, faire des bonnes notes, ça, voilà, vite fait, parce que c'était beaucoup plus facile qu'en Suisse, je trouvais. Mais je voulais aller surfer et ne pas aller en cours. Bref. J'étais en Australie et mon but à ce moment-là, c'était bien plus de faire attention à mon sport et à ma shape. C'est à quel moment je me suis barré, je me souviens plus. 2016 peut-être, je crois. Non, 2015. 2015, je crois. Deuxième partie de 2015. Et oui, j'avais même fait Nouvel An 2015-2016. En Nouvelle-Zélande, ensuite, à Queenstown, sur un bateau. C'était sacrément putain de stylé, la Nouvelle-Zélande. J'ai adoré. Ce n'est pas le sujet, par contre. Je voulais faire une sèche. J'étais en Australie, je suis célibataire. Hein. Tiens, je pose le décor, je suis célibataire, j'arrive en Australie, je me dis, je commençais à m'entraîner bien, en fait. Ça faisait un peu de temps, peut-être 1 ou 2 années, je me souviens plus exactement, que j'avais enfin compris comment m'entraîner et avoir les résultats physiques que je voulais. Et je voulais faire une petite sèche. Et j'étais à fond dans toutes ces choses, dans le fait de, en fait, j'ai envie d'atteindre des trucs, donc il faut que je me donne les moyens de le faire. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et j'avais écrit un pacte avec moi-même. J'avais posé sur le papier. D'ailleurs, j'ai pris 5 minutes avant. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Si c'est là, ça va se retrouver parce que cette feuille, je l'ai gardée très, très, très longtemps ensuite. Et je crois que quand j'ai déménagé, je me souviens très bien de jamais l'avoir jeté. Jamais j'aurais jeté ce papier. Il doit être quelque part dans les quelques tiroirs de merde que j'ai chez moi, parce que j'essaie de limiter absolument les tiroirs remplis de merde que tu n'oses pas ouvrir parce que tu sais que tu devrais tout jeter en fait. Ce genre de bordel, tu sais, qu'on a probablement tous, physiquement ou même dans la tête parfois. J'ai sûrement ça quelque part, je ne l'ai pas retrouvé là tout de suite, mais c'était un contrat que je me suis fait avec moi-même en mode Eric, tu veux faire une sèche. Pourquoi ? Voilà pourquoi tu veux faire une sèche, mec. Pourquoi est-ce que tu as envie d'avoir des abdos ? Pourquoi est-ce que c'est si fort et important pour toi ? Et même, c'est pas que je m'insultais dedans. Comment dire ? Je sais pas si je vais pas tout partager. Il y a des trucs évidemment qui sont personnels. Ça concerne que moi. C'est plutôt pour l'acte que je te partage cette petite expérience passée. J'avais vraiment écrit pourquoi je voulais faire ça, comment m'en sortir, parce qu'en fait, je savais que c'était dur. Je sais que c'est dur, hein, quand tu veux perdre du poids, tu veux sécher. D'autant plus à l'époque où j'avais peut-être pas les meilleures stratégies encore. J'avais pas encore découvert le programme sèche intensive, tu comprends, basé sur jeûne intermittent plus des repas qui ne te donnent pas faim. Mais j'avais écrit, en fait, c'était aussi un papier que je devais aller lire au moment où c'était difficile, au moment où j'avais envie de manger. Je devais aller lire ce papier aussi. Et dessus, il y avait des indications de trucs à faire. Ouais, j'avais écrit des conneries. J'avais écrit une connerie un tout petit. Mais c'est une blague un peu private, c'est une private joke entre potes, donc je vais pas la dire parce qu'elle est sacrément elle est assez vulgaire en fait, donc je vais m'abstenir, mais je trouve ça assez drôle. En gros, je me donnais des options, mec. Si jamais t'as faim, eh ben fais ci, fais ça. Et à la toute fin, j'ai écrit de la grosse merde. En gros, tu peux aussi faire ça. Pas sûr que ça marche, mais voilà, tu peux aller sucer une bite, quoi. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Oh là là, ouais. Ah bref. Voilà, je me suis parlé à moi-même, tu comprends. Je me suis dit les choses en me disant, putain, vas-y, il faut qu'ils comprennent un peu. Faut que tu comprennes un peu. Quand tu reliras ça, tu seras peut-être pas dans le meilleur état d'esprit. Donc, à la limite, si t'as très faim, je vais essayer de te faire rire un peu. Et puis peut-être que ça ira mieux derrière, tu comprends. J'avais écrit ça. C'était une bonne page A4 et je l'avais signé. J'avais écrit Eric tout en bas. Et cette page A4, je l'ai scotchée dans ma chambre d'étudiant, dans ma baraque, dans ma chambre, dans une baraque shared house, donc c'était une maison partagée dans laquelle j'étais en Australie pendant le semestre que j'ai fait là-bas.
J'avais pas trop de problème à l'afficher. Pourquoi? Parce que déjà c'était dans ma chambre, donc personne n'était vraiment censé entrer. T'inquiète, personne n'est entré dans ma chambre, aucune meuf non plus d'ailleurs. Bon, ça c'est une autre histoire, peut-être qu'on racontera ça une autre fois. Mais surtout, tout le monde parle anglais là-bas. Donc mes colocs et tout, avec lesquels ma relation était plus ou moins inexistante de toute façon, enfin bref. J'avais pas peur que quelqu'un lise ma feuille, tu vois, c'est pour ça. Parce que on peut très bien se dire, putain, surtout suivant ce que t'écris dessus, genre ce que j'ai écrit dessus, tu comprends? Déjà, le mec semblait assez... il semblait accorder une importance assez forte au fait de contrôler un peu son corps, de se contrôler du coup soi-même, sa volonté. Et là, je parle de moi qui essaye de révéler un peu plus ses abdos, tu comprends? Sachant que j'avais déjà un physique correct à l'époque, je trouve. Parce que je commençais à aller à la salle, à pousser lourd. J'avais pas encore commencé le street. C'était un petit peu avant. C'était un peu juste avant le... un peu... j'en avais parlé dans ma vidéo transformation sur ma chaîne YouTube principale. À un moment donné, je mentionne l'Australie d'ailleurs, justement. Je mentionne l'Australie et que c'est quand je suis rentré en 2016 que enfin, j'en suis arrivé à un point où j'aimais vraiment mon corps et j'ai réalisé que la confiance en moi devait pouvoir perdurer un sacré bout de temps. Bref, voilà un petit peu cette histoire. Va regarder cette vidéo si jamais tu veux replacer le contexte de à quel moment Eric il a écrit ça sur sa feuille qu'il a mis dans sa chambre, ce con. Bref, ça m'a carrément aidé ce genre de choses. Et j'ai un autre exemple que je voulais mentionner. D'ailleurs, je l'ai là pour ceux qui regardent la vidéo. C'est un cahier jaune que je montre à l'écran sur lequel en haut à droite il y a un gros G. G pour goals, G pour objectif. C'est mon cahier d'objectifs. J'étais à fond là-dedans à un certain moment. Tiens, c'est marrant, c'est juste quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 5 ans et demi et que je me suis dit, tiens, je vais essayer d'accomplir des trucs qui me tiennent à cœur. J'ai commencé à écrire mes objectifs. Sous le conseil de différentes personnes, notamment la personne que j'aurais envie de créditer, c'est Grant Cardone, un mec... Voilà, je vais pas décrire le mec, un mec plus ou moins controversé en plus, enfin bref, un mec super riche qui m'avait mis des pieds au cul, à Elio et à moi d'ailleurs, quand on avait commencé il y a 5-6 ans. J'avais énormément apprécié un de ses livres qui s'appelle Be Obsessed or Be Average, surtout pour certains concepts qui sont dedans, peut-être que j'en reparlerai plus en détail une autre fois, mais j'en ai déjà parlé notamment sur d'autres podcasts où j'ai été invité, donc c'est peut-être pas le genre de truc auquel je dédierai un épisode entier, mais ce livre m'avait frappé. Et j'ai commencé à écrire mes objectifs dedans. J'ai écrit mes objectifs au tout début de ma chaîne YouTube. Je me souviens, j'ai écrit mes objectifs pour la première fois dedans le 5 décembre 2017. Donc c'était 2 semaines après ma première vidéo YouTube. Je suis toujours en route pour essayer d'atteindre certains de ces objectifs. Il y en a d'autres que j'ai dépassés plutôt qu'ils ont été mis à jour parce que le principe c'est de les écrire régulièrement. Et j'ai plusieurs pages avec mes objectifs écrits depuis 6 ans maintenant dans ce truc. D'ailleurs, je les ai réécrits il n'y a pas si longtemps, je les ai sous les yeux là. Ils ont pas mal changé, etc. Mais je les ai posés. Des choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Des choses que j'ai envie de m'influencer. J'ai envie de m'influencer à les atteindre, en fait. C'est des choses, des objectifs perso, quoi, on dira. Mais tu peux te douter un peu du genre de truc que tu dois pouvoir trouver là-dedans. Enfin bref, moi, ça me guide. Et le fait de passer du temps à écrire, parce que là, maintenant, ça me prend toute une page de les écrire. C'est toute une page, là. Au début, c'était un petit peu moins. Parce que je les développe un petit peu plus aussi. Très, très, très puissant. Je recommande énormément. Écris tes putains d'objectifs dans un cahier. Prends-toi un cahier jaune. T'écris un gros G dessus. Tu ne mets rien d'autre dedans. Moi, il n'est pas rempli. J'ai pas écrit mes objectifs tous les jours pendant 6 ans, tu vois. Mais de temps en temps, j'y suis revenu. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube aussi, d'ailleurs, de ce cahier. Et je recommande fortement. Moi, je serais du genre à dire, tiens, c'est marrant, je les ai écrits. Et puis ensuite, Enfin, tu vois, il y a des études qui ont été faites comme quoi écrire tes objectifs, écrire certaines choses, c'est en gros passer un contrat psychologique avec soi-même qui est assez fort, qui va à nouveau, comme ces post-it sur le miroir, qui va à nouveau te conditionner à te dire putain, je me suis engagé en fait. C'est pour ça que je signais moi les feuilles que je me suis écrit vis-à-vis de moi-même, ou que j'écris mes objectifs, etc. C'est les miens, j'en suis bien conscient. C'est qu'en fait, je me suis engagé. J'ai fait un contrat avec moi-même, j'ai écrit que je voulais faire ça. Donc en fait, je l'ai écrit, je peux pas l'oublier en fait, parce que c'est écrit, c'est posé, c'est là, c'est sous mes putains de yeux, et je peux essayer de faire semblant de me dire ah non, en fait, je les ai pas écrits, mais ça j'y crois pas, tu vois, malheureusement.
Donc en fait, c'est une arme à double tranchant toujours, hein. À nouveau, c'est une arme qu'on pourrait appeler la responsabilité pour beaucoup de choses, qui est que c'est très cool, hein. Si jamais ça fonctionne, ce sera grâce à moi. Par contre, si jamais ça n'avance pas, je pars du principe que la responsabilité va dans les deux sens, c'est-à-dire que je m'accorde le crédit des trucs cool qui m'arrivent. Par contre, quand il y a de la merde qui m'arrive, je prends en tout cas la responsabilité. Peut-être pas la culpabilité de ce qui s'est passé, c'est pas toujours de notre faute. Par contre, la responsabilité de comment je vais réagir et la responsabilité de, en fait, j'ai envie que ça soit ma responsabilité, cette merde qui me soit arrivée ou cette merde qui m'arrive, parce que comme ça, je garde le pouvoir. C'est bien connu, hein, si c'est la faute à... Si c'est, en fait, à chaque fois que tu pointes le doigt vers à qui c'est la faute, la personne vers laquelle tu pointes le doigt, en même temps que tu pointes le doigt vers à qui c'est la faute ou à qui est responsable, eh bien c'est cette personne, cette institution, cette chose à qui tu donnes tout le pouvoir. Si c'est la faute du gouvernement, putain, le pouvoir, le gouvernement a tout le pouvoir. Si c'est ma responsabilité, / ma faute éventuellement, c'est moi qui ai le pouvoir d'éventuellement réparer les choses, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, de faire en sorte que peut-être je puisse... réagir à cette chose de laquelle je ne peux rien, mais je suis quand même responsable de comment je vais réagir. Enfin bref, c'est une façon de voir la vie. J'adhère parfaitement à cette façon de voir la vie. Ça fait des années que je m'efforce d'y adhérer. Et j'ai l'impression que ça ne m'a pas desservi. Et puis quand je vois qu'un mec comme Goggins, qui n'a pas du tout la même histoire de vie que moi, a l'air de penser pareil, je me dis que voilà, clairement, il y a énormément de gens à qui ça va parler. Et si c'est quelque chose qui te parle, je t'encourage énormément à mettre ça en place. Évidemment, les objectifs, c'est tout et rien. On n'est pas juste en train de te dire « Oh, il faut aller courir des ultramarathons, il faut gagner le plus d'argent, il faut être le plus alpha mâle, tout ça. » Ça peut être tout et rien. Ce n'est pas destiné qu'aux alpha mâles ou je ne sais quel concept. C'est pour tous les êtres humains qui ont envie d'avoir peut-être un plus grand sentiment de pouvoir et de contrôle sur leur vie. Que ça soit vrai ou pas, je pense qu'on peut se triquer soi-même, son cerveau, à se dire qu'en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Et je pense que rien que ça, tu peux mieux vivre ta vie, ou en tout cas moins souffrir, moins avoir l'impression d'être traîné à gauche et à droite par la dernière personne qui tient ta laisse, en quelque sorte, vu que c'est pas toi qui tiens ta laisse, c'est la personne que tu pointes du doigt, tu vois. Si t'as l'impression que c'est plutôt toi qui peux tenir ta laisse, même si tu vas dans... Enfin bref, je pense que tu m'as compris, je vais m'arrêter là. C'est le genre de message que j'aime bien, et c'était le premier concept que je voulais revoir un petit peu de ce livre. On passe au deuxième concept que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, qu'il a sobrement intitulé « Taking Souls », donc prendre des âmes, prendre les âmes de quelqu'un. Et attention, il n'y a pas de connotation, il n'y a pas de connotation religieuse ou même particulièrement spirituelle là-dedans. C'est juste un petit peu sa façon de nommer le truc. C'est bien connu en marketing, il faut donner un nom à tes trucs, sinon ça se vend moins bien, tu comprends. J'exagère un petit peu. Je ne sais pas d'où lui est venu ce nom, mais il nous l'explique justement là-dedans. Je vais poser un peu le contexte pour lui. Et ensuite, je partagerai un peu à nouveau une expérience perso. Donc, ce cher David Goggins, il est dans une Hell Week, donc il est dans une semaine de l'enfer où il se fait martyriser par ses instructeurs, notamment par un instructeur qu'il appelle, je crois, Psycho Pete. Tu vois, psycho, ça veut dire psychopathe. Pete le psychopathe. Je crois qu'il l'appelle comme ça. En tout cas, il y a Psycho, c'est Psycho quelque chose, mais je crois bien que c'est ça. Et en gros, évidemment, les instructeurs, c'est comme à l'armée, puisque c'est l'armée, j'imagine. C'est comme dans la plupart des institutions où il y a une hiérarchie qui est claire et nette, comme à l'armée. Les instructeurs qui te bisutent et qui te disent et qui te torturent en quelque sorte, tu vois. Eh bien, ils ont binver done that, tu vois. Binver done that. J'ai été ici, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'eux, ils y sont déjà passés. Et généralement, pour avoir le droit de bisuter, eh bien, tu as dû y passer toi-même. En tout cas, tant qu'à avoir des institutions dans lesquelles où il y a du bisutage, ce qui est sûrement débattable, mais bon, moi, je trouve ça pas plus mal dans ce contexte-là. En tout cas, c'est peut-être plus normal que ceux qui font ont déjà subi, on dira, en quelque sorte. Donc, il se fait torturer, lui et ses potes. Enfin, torturer, c'est un grand mot, mais ouais, c'est pas très agréable, quoi.
Ils se font faire plein de trucs, des trucs physiques. Tu dois aller porter des bateaux pour aller les mettre dans l'eau qui est glaciale. Tu restes dans l'eau glaciale jusqu'à ce qu'on te dise en fait que tu as le droit de sortir. Tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais que tu crèves de froid. Tu sais que ensuite quand tu vas sortir, tu vas devoir aller faire des pompes, tu vas devoir aller te rouler volontairement dans le sable pour être bien mouillé, pour être bien plein de sable. Et ensuite on va te demander de faire des abdos et des trucs du genre. Voilà un petit peu le genre de concept. Et le but, en fait, concrètement, c'est ce qu'il raconte là-dedans, et on peut comprendre le pourquoi du comment. En quelque sorte, le but des instructeurs, c'est de trouver tes limites. C'est de trouver les mecs qui ont des limites supérieures apparemment aux exigences qu'il faut pour rejoindre les Navy Seals. Donc, ils vont essayer de te détruire psychologiquement. Et c'est pas pour te détruire en tant qu'être humain, c'est parce que le processus de sélection est très important et qu'ils veulent pas faire rentrer n'importe qui dans ce genre de groupes spéciaux qui sautent d'hélicoptères derrière pour aller infiltrer des trucs, tu vois. On peut comprendre qu'il y a certains critères, mine de rien, qui sont importants pour eux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont essayer de trouver tes limites et que s'ils les trouvent et qu'ils les dépassent et que tu craques, eh bien ça sera merci, au revoir, merci d'avoir postulé, mais on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, on va prendre quelqu'un qui ne va pas craquer. Et ce concept de taking souls, donc de prendre une âme, c'est en fait dans ces moments-là, c'est là où il le raconte pour la première fois dans le livre, je crois. Je te raconte un peu tout ça de tête, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai l'impression que je m'en souviens quand même assez bien. Goggins, en fait, se faisait justement martyriser par ce psychopathe, par ce Pete le psychopathe, et le mec essayait de le niquer. En fait, le mec essayait de le niquer, il voyait, et après que ça soit, c'est beaucoup, je le précise, c'est des combines mentales. Tous les trucs qu'il raconte là-dedans, c'est des combines mentales. Et ça peut sembler un peu, ok, c'est dans ma tête, du coup je dois m'auto-convaincre de je ne sais quoi, c'est pas concret, c'est pas tangible. Pour moi, c'est très puissant ce genre de truc. Je pense qu'on peut se triquer soi-même à faire ou à croire ou à continuer certaines choses, et que ça vaut la peine d'essayer de comprendre comment, pourquoi et ce qui peut marcher. Bref, moi j'ai déjà acheté le concept, j'espère que c'est ton cas, sinon tu vas te dire « Ah, mais c'est vu que je sais que je me fais croire des trucs ». Écoute, le but c'est justement d'aller péter certaines barrières où tu as l'impression que c'est pas possible, quoi qu'il en soit. Par rapport à ça, lui, quand il voit ses instructeurs, il se dit... Il voit en fait, dans leur sourire, dans leur façon de faire, c'est qu'il y a un peu une espèce de vengeance, tu vois. L'instructeur, il en a chié comme une merde quand il faisait sa propre semaine de l'enfer. Maintenant, il veut en faire chier les autres, tu comprends ? À tort ou à raison, je ne sais pas. En tout cas, il voit dans leur regard, en fait, un espèce de sentiment de supériorité, tu vois. Les instructeurs, ils sont là, ah, vous êtes tous des petites merdes. Les instructeurs, ils savent très bien qu'il y en a les 2/3, les 3/4 qui vont abandonner, en fait, parce que c'est le ratio, tu vois. Il y a 300 mecs et quelques femmes, peut-être, qui vont là-dedans, et il n'y en a pas beaucoup qui ressortent, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont sonner la... Parce qu'en plus, il raconte là-dedans, c'est quand tu abandonnes, tu dois aller sonner une cloche, tu vois. Tu dois toi-même faire l'acte de sonner la cloche de l'abandon. C'est-à-dire... Les gars, moi-même je reconnais que j'ai abandonné. Et Goggins parle justement du fait que abandonner, ça prend 1 seconde. En 1 seconde, tu abandonnes. Et à chaque fois que tu arrives à repousser cette seconde de te dire « mais en fait, il faut pas que j'abandonne », eh bien, c'est une victoire que justement tu ne regretteras pas derrière. Parce qu'il le dit lui-même, en fait, quand tu as abandonné et que tu rentres chez toi le soir et que tu prends ta douche après être parti le 3e jour sur les 6 de la semaine, eh bien, dans ta douche, tu te dis, mais en fait, maintenant, ça va ? Pourquoi j'ai abandonné, en fait ? Putain, casse les couilles. En fait, tout va bien. Et c'est toujours un peu la même chose. Autant c'est comme ça quand t'as abandonné. Après coup, tu peux te dire, si t'oses regarder en face, tu peux te dire, putain, mais en fait, vas-y, maintenant, ça va. En fait, maintenant, là, ça va mieux. Du coup, maintenant, tu te dis, putain, j'aurais pas dû. Putain, ça me casse les couilles. Putain, j'ai abandonné, en fait. En fait, c'était pas si dur. Pourquoi ? Parce que t'as déjà oublié ce que tu ressentais sur le moment. Et ça, moi, je remarque, c'est exactement la même chose pour les trucs... Les trucs que tu n'abandonnes pas. Par exemple, j'ai couru un marathon il y a quelques mois. J'en ai chié vers la fin un petit peu, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai couru ce marathon et que j'ai couru tous ces kilomètres ces 6 derniers mois ou pas. Bah aujourd'hui, tu vois, j'ai mal nulle part, etc. Enfin, j'ai l'impression que peu importe ce que j'aurais fait, ce que j'ai fait il y a 3 mois, courir un marathon ou pas, bah aujourd'hui, au final, que je l'ai fait ou pas, j'ai envie de dire, je me souviens même plus vraiment. Enfin, si, je me souviens... Je sais pas comment l'expliquer, c'est difficile à expliquer en fait. C'est un peu comme quand tu vas faire un truc très compliqué, par exemple, va taper des sprints. Demain matin, tu vas taper des sprints un peu à ton niveau, sans te buter les genoux, tu vois. Tu vas en chier sur le moment, tu vas avoir l'impression de cracher tes poumons. Va faire un 5 km max, tu vas avoir l'impression de vouloir cracher tes poumons sur la fin. Par contre, le soir même, tu te diras, bah en fait, ça va.
Je me souviens quand même que c'était méga dur pendant le moment, sauf que là, maintenant, j'ai l'impression, je l'aurais fait ou pas, je l'ai fait ou pas ce matin, genre, j'ai envie de dire, je me sentirais pareil, mais c'est pas vrai, parce qu'évidemment, t'apprends des trucs, mais c'est difficile à expliquer. Je sais pas si tu arrives à t'apparenter à ce genre de truc, mais j'ai beaucoup trouvé ça dans la course. J'en chie à la fin de ma course officielle de 10 km, et j'ai envie d'arrêter, en fait. J'ai vraiment envie d'arrêter parce que c'est particulièrement désagréable, à ma propre échelle, hein, évidemment, chacun son échelle. Mais quelques heures après que ce soit terminé, je me dis, mais en fait, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien maintenant. Heureusement que j'ai pas abandonné, ou alors, nique sa mère, j'ai abandonné, tu vois. Bref, j'ai fait une petite tangente. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils voient ça dans le regard de ces instructeurs qui, ils s'imaginent, justement, c'est les combines mentales, ils s'imaginent que ces instructeurs se disent « Ouais, de toute façon, lui, c'est une petite merde. Moi, j'étais meilleur que lui à ce moment-là. Pendant ma Hell Week à moi, j'étais meilleur que tous ces mecs. Donc, je prends ma position de mec qui a tout compris, qui est meilleur que les autres. » Et Goggins, lui, en fait, il prend ça comme un combat personnel de prouver le contraire à cet instructeur, en fait. De prouver le contraire qu'à chaque fois que le mec essaye de l'écraser, de le détruire, qu'il va se relever et en redemander, en quelque sorte. En fait, il donne tout ce qu'il a, avec la conviction et la motivation qu'il va pouvoir dépasser le niveau où le mec d'en face ne pourra plus raisonnablement garder le même discours interne. C'est-à-dire que il va vouloir en faire tellement plus et il va se nourrir du moment qu'il pense qu'il va arriver dans la tête de l'autre mec, parce qu'à un moment donné, si il pousse encore, il se relève encore et encore, il a envie d'aller tellement loin, et à nouveau on parle de concepts assez extrêmes, hein. Je le répète, il a envie d'aller tellement loin que dans la tête de son instructeur, il n'y ait même plus moyen de trouver un discours interne, rationnel et plausible qui est « pendant ma Hell Week, j'ai fait mieux que ce mec ». Ce mec qui se relève à chaque fois, qui a l'air indestructible, en fait, malgré tous mes efforts. En fait, Goggins, il dit qu'il soulevait les trucs, il se mettait à chanter, il se mettait à encourager tous ses potes, il se relevait. En fait, il voulait faire quoi? Il voulait prendre l'âme de ses instructeurs. C'est exactement ça qu'il appelle prendre l'âme. Et c'est ce qu'il explique dans le livre, c'est qu'à un moment donné, et à nouveau, que ce soit dans sa tête ou que ce soit la réalité, on s'en fout, c'est sa perception de la chose manifestement qui change énormément et qui est le thème central. Il voit un déclic, il voit un shift dans le regard du mec. À un moment donné, ça y est, il a dépassé la limite. Le mec en face se dit qu'il est indestructible en fait. Ou que il remet en question en fait son paradigme, il remet en question sa vision de la réalité et il voit un changement dans le regard et du coup par la suite dans le comportement de l'instructeur, comme quoi l'instructeur finit par abandonner en fait. Il finit par abandonner d'essayer de l'écraser d'autant plus parce qu'en fait ce mec est intuable. Du coup, quand tu trouves un cafard qui est intuable, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis bon vas-y, survis, de toute façon t'es intuable, je vais aller buter les autres. Toi, écoute, je te laisse parce que de toute façon, j'arrive pas à te buter. À chaque fois que je t'écrase, ta carapace, en fait, manifestement, est plus forte que mes coups de pied. Et c'est ça que lui, il appelle prendre l'âme de quelqu'un. Voilà, tu vois. Au moment où tu vois que dans le regard de l'autre, ça change, ça y est, tu as pris son âme, tu as gagné. Et là, mentalement, c'est une victoire particulière qui te permet de te pousser encore plus. Et tu te nourris de ce futur sentiment de « je vais réussir à lui prendre son âme » pour arriver à prendre son âme. Tu comprends, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, c'est un peu une combine mentale, et c'est ce dont je parle, et ce qui peut être particulièrement puissant si on arrive à la mettre en place et qu'on y croit vraiment. Parce que ça part beaucoup de croyances, mais ça se cultive, je pense, ce genre de croyances, tout comme ce genre de mentalité se cultive énormément, à mon sens, et je préfère largement penser que ça se cultive en énorme majorité, parce que sinon je peux rien faire, j'ai plus de responsabilité en fait. Si ça se cultive pas, c'est la faute au destin ou à la génétique, ou à ceux qui sont disciplinés quand ils sont nés, et donc je me retire tout le pouvoir d'être plus discipliné, parce qu'en fait, j'y peux rien, je suis né discipliné ou pas. Il y a peut-être une part de génétique là-dedans, notamment par rapport à la personnalité des gens, j'aurais tendance à dire, si j'osais, mais ça ne vient prédire qu'une portion significativement non majoritaire, à mon sens. Bref, voilà un petit peu pour l'histoire de Goggins à propos de ce deuxième concept. Par rapport à mes expériences perso à ce niveau-là, moi, j'ai jamais beaucoup utilisé ce genre de stratégie où j'utilise les autres pour me pousser moi-même, je dois dire.
J'ai cherché un peu, je me suis dit, mais en fait, peut-être pas trop, ou alors indirectement, peut-être. Indirectement, j'ai utilisé les autres. Je me souviens bien de mon adolescence, du moins que rien que je pouvais être, en fait, que j'avais l'impression d'être. J'avais l'impression d'être plus bas que tout le monde dans la hiérarchie. J'étais vraiment un cafard, mais pas dans le sens stylé du terme, tu vois. J'étais le cafard qui, en fait, dès que tu soulèves le livre, il se barre, il va vite trouver une fissure dans laquelle il va se cacher pour pas montrer à tout le monde que, en fait, il est faible, entre guillemets. Enfin, il est faible. Je n'utilisais pas ce genre de langage à l'époque et je suis pas sûr, enfin, d'une certaine façon, bien entendu que j'étais faible, mais tout ça pour dire que je me rangeais moi-même tout en bas en quelque sorte, et les autres aussi, hein, j'imagine. Je me suis fait victimiser quand j'étais adolescent, un peu, verbalement surtout, j'en ai déjà parlé, je crois. Je sais que j'ai déjà utilisé ça. Du coup, cette période qui était pas, c'est probablement, si je devais dire la période la plus dure de ma vie, c'était très certainement celle-ci. Sans aucun doute même. J'ai déjà utilisé ce genre de souvenirs dans ma vie, comme les entraînements, tu vois, essayer de me dire, je vais leur montrer, je vais me venger, je vais prendre les âmes des mecs qui m'ont pété les couilles, typiquement à l'époque, je vais prendre leur putain d'âme, tu vois. J'ai jamais vraiment pensé à eux au moment où j'essayais de prendre leurs âmes. Si je les ai prises, et on pourrait argumenter comme quoi, d'une certaine façon, j'ai essayé et peut-être même j'ai réussi, putain, vas-y. Combien j'ai d'âmes accrochées à ma ceinture? Je suis pas vraiment ce genre de mec à compter le nombre d'âmes que j'ai prises, tu vois. Mais je suis certain que j'ai déjà utilisé ce genre de motivation dans mes entraînements ces 15 dernières années, dans mes études, tout comme ces dernières années dans ma vie active, mon travail, ma création, mes entreprises et tout. Mais c'est pas tant dans un moment, dans des moments difficiles que j'ai utilisé le fait de vouloir utiliser quelqu'un d'autre dans lequel j'ai trouvé de la force. C'est plutôt en essayant de me comparer, moi, aujourd'hui, à moi, adolescent, jeune adulte, que j'ai trouvé un peu plus ce genre de force. En fait, je cherche à rendre ce Eric de 15, 16 ans, tu vois, entre 14 et 17, on dira, j'ai envie que ce Eric-là soit fier de moi, plus je pense que j'ai envie que les autres qui ont rendu ce Eric-là, qui ont détruit son image de lui-même aussi, entre autres, enfin, j'y ai contribué aussi, t'inquiète, plus que de le faire regretter aux autres, j'ai envie de rendre fier ce Eric-là. C'est d'ailleurs un truc que je réalise maintenant que j'ai déjà formulé typiquement par rapport à la rupture amoureuse, d'essayer de rendre fier, entre guillemets, son ex plutôt que de lui faire regretter. Pour cela, je te renvoie à l'épisode sur la rupture amoureuse, je sais plus le combienième c'est, le 34, le 36, quelque chose comme ça fait un petit moment, ça doit faire 2 ans que je l'ai enregistré. Ce que je voulais dire, c'est que je me concentrais plutôt là-dessus. Je voulais plutôt venger ce Eric-là, on dira, que de le venger pour ce qu'on lui a fait et de ce qu'il pensait de lui-même à ce moment-là, peut-être. Mais en me concentrant plus sur lui que sur les autres. Un truc que j'ai absolument jamais dit nulle part, ni à personne de toute ma vie d'ailleurs. Vas-y, je vais le poser là pendant que j'y suis. J'ai eu des idées noires à un moment donné, au pire moment de mon adolescence. Et heureusement que j'ai pu me réfugier dans des jeux vidéo pour éviter de trop y penser. Je suppose que j'en reparlerai plus tard dans un futur épisode. C'est mes traumas à moi, peut-être. Non, c'est vrai que c'est le genre de truc dont j'ai jamais parlé. Alors j'ai pas l'impression que ça m'affecte énormément aujourd'hui, mais je me souviens qu'à l'époque, et c'est pas... t'inquiète, c'est vraiment l'étape... J'en étais à l'étape 0, hein, qu'on se le dise. Sans vouloir numéroter les étapes, bien entendu. Mais peut-être j'en parlerai plus tard. Peut-être dans l'épisode que je ferai sur les jeux vidéo. J'en parlerai, un poil plus. Mais c'est vrai que c'était juste pour dire que c'est vrai que c'était pas la période la plus drôle, on dira. Et je sais que quelque part, ce Eric, mine de rien, quelque part, il devait avoir envie de leur montrer aux autres de quoi il était capable, tu vois. Il a voulu pouvoir leur prouver quelque chose, il a voulu les faire regretter. Ou alors c'est moi qui essaye de twister l'histoire pour qu'elle concorde parfaitement avec le chapitre de Goggins, tu vois. Je sais pas, je suis en train d'essayer de... Peut-être que je suis en train d'essayer d'inventer un truc qui corresponde. Mais ouais, là où je veux en venir par rapport à mon idée de base, c'est que j'ai jamais vraiment utilisé les autres pour me motiver à me prendre en main. J'ai jamais voulu prendre l'âme de quelqu'un
c'est que ma stratégie était plutôt concentrée sur moi, et là, bah, du coup, je te partage, voilà, je me permets de partager ma façon de voir les choses au milieu de celle de Goggins. Pourquoi ? Parce que c'est mon podcast. En gros, les autres qui m'ont pété les burnes, ça, je m'en fous un peu, tu vois, eux qui fassent ce qu'ils veulent. Par contre, ma stratégie à moi, c'est que sans vouloir chercher à les... En fait, quand il y a un déséquilibre entre deux personnes, entre deux choses, ça peut sembler bateau ou je ne sais quoi, ça me semble tout à fait vrai et tout à fait bon de le rappeler. Moi, ma stratégie n'a jamais été d'essayer de descendre les autres personnes pour qu'en fait, pour réduire un certain écart ou une certaine injustice, peut-être même, entre les deux. Ma stratégie, ça a plutôt été que de descendre l'autre, de m'élever moi-même. LOL, c'est bien joli tout ça, mais ça me semble... Enfin, c'est bien joli parce que, tu vois, je fais ce qui pourrait s'apparenter à du développement personnel, en fait. Du coup, à chaque fois que je sors des phrases qui pouvaient être un peu stéréotypales ou archétypales du développement personnel, bah, je me sens un peu con. Je me sens un peu con parce que j'ai l'impression de... j'aurais pas envie de... ouais, je sais pas. Parce que c'est le genre de phrases qui font grincer des dents, qui font cringer un peu parfois. Tout ça pour dire, qu'est-ce que j'avais balancé comme phrase chelou ? Oui, je cherchais à m'élever moi-même. En fait, mon but, c'était plutôt d'aller... et si je veux rediriger la stratégie vers les autres, mon but, en fait, c'est de m'améliorer moi-même tellement que ces mecs, en fait, sont obligés de le réaliser. En fait, ils sont obligés de voir, en quelque sorte, que, ah putain, tu veux tellement... C'est là que je me suis dit, bah en fait, je vais faire en sorte de m'améliorer moi par rapport à ces personnes. Je vais pas essayer de les descendre, je vais pas essayer de les détruire, je vais pas essayer de résoudre une quelconque injustice d'une autre façon que de me recentrer sur moi et d'essayer de faire en sorte de vivre mieux avec moi-même, en moi-même, pour moi-même, et de m'améliorer dans pas mal de domaines de ma vie, concrètement, parce que c'est comme ça que ça s'est traduit, on dira, jusqu'à ce qu'en fait, les mecs d'en face, si vraiment c'était à propos d'eux, mon but, c'est de faire en sorte que les mecs d'en face, ils finissent par réaliser « Ah putain, en fait, lui, c'était un peu une sous-merde avant, en tout cas, je croyais. Sauf qu'aujourd'hui, le mec a quand même pas mal monté, et ça, c'est très subjectif, le mec a pas mal monté, et moi, en fait, peut-être pas tant. Du coup, le mec est obligé de réaliser, en fait, le mec est obligé de changer son dialogue interne, tu vois. Et c'est là que je ferai le parallèle, voilà, le fameux pont avec Goggins, c'est le parallèle de te dire, bah, en fait, faire changer le dialogue interne de soi, c'est une étape qui peut être extrêmement importante, et tu peux utiliser la perception du changement du dialogue interne de tes ennemis comme motivation également. Bref, d'ailleurs j'ai une petite anecdote à ce propos. Typiquement, dans le prochain épisode avec Nico, on parle de la concurrence qu'on a eu et des coups bas qu'on s'est pris un petit peu de la concurrence au niveau de la vente d'équipements, etc. Sur ericflag.com, évidemment, on vend les meilleurs équipements du game, tu comprends. Donc quand on arrive sur le marché avec des rapports qualité-prix qui pètent sa mère, eh ben il y a certains concurrents qui se chient dessus, pour dire les choses. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils essayent d'utiliser, ils usent de méthodes moralement totalement douteuses pour essayer de nous sortir du marché. Pourquoi ? Parce qu'on leur fait perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis désolé mec, mais quand tu débarques avec un produit qui est meilleur, peut-être que le tien va moins bien se vendre. En fait, voilà, je suis désolé de le dire. Et en fait, quand j'ai réalisé, parce que tu sais, moi je suis un peu naïf, hein, maintenant un peu moins, mais très longtemps, ça j'en parlerai dans un autre épisode. Moi justement, je suis né dans un environnement où il n'y a pas de trauma énorme, où il n'y a pas de rupture incroyable, où il n'y a pas de coup de poignard dans le dos, où il n'y a pas ton père qui prend sa ceinture et qui te la fout dans la gueule, tu vois. J'ai pas vraiment vécu ça, donc j'ai dû me renforcer un peu sur d'autres aspects de la vie, comme quoi les êtres humains sont pas toujours les plus gentils et les plus passionnés et les plus vertueux et les plus c'est pas tous des grands chevaliers, tu vois. on vit pas dans un monde avec que des chevaliers, manifestement. J'ai été très attristé d'en avoir des preuves. Et en fait, ma réaction par rapport à ça, typiquement par rapport à ces concurrents qui ont voulu nous baiser, hein, littéralement je le dis, c'est que je me suis dit putain, ils ont voulu nous baiser ces enculés. Et là je me permets le langage parce que j'avoue que voilà, c'est le langage d'un espèce de quand t'es face à une certaine injustice ou quoi, ou t'es face à un comportement que tu trouves assez vicieux quand même. Et là je me dis ah ouais putain, ils ont essayé de nous faire ça les mecs. On va creuser, on va taffer sur la boutique, sur les équipements, sur tout ce qu'on fait, tellement
on va appliquer une concurrence loyale et saine en se concentrant sur nous et sans essayer d'aller les détruire eux pour une raison ou une autre comme ils ont essayé de le faire, on va tellement taffer sur notre business que eux ils vont disparaître en fait. Ils vont disparaître dans notre ombre et ensuite ils vont disparaître parce que leurs produits sont inférieurs. Le marché va parler, si j'ose dire, hein, tu vois, parce que là, je prends un contexte purement capitaliste. Je suis désolé pour ceux qui n'adhèrent pas complètement. mais ça, c'est dans ce contexte-là. Je me suis dit, attends, les mecs, ils ont essayé de nous baiser. Vas-y, on va leur montrer. On va leur montrer comment. À nouveau, on a essayé de me niquer. Je me renferme un peu sur moi et je me dis, vas-y, let's go. Je vais travailler sur moi. On va travailler sur le business et on va leur montrer qu'en fait, le dialogue interne de haha, on peut leur marcher dessus et on va les intimider facilement, tu vas voir, ils vont retirer leurs produits de la vente. En fait, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ? Oh putain, non seulement ils ont pas retiré leurs produits, mais en plus maintenant ils nous dominent en fait. Ils nous dominent sur le marché. Et là, je parle du contexte du jeu, hein, parce que ça reste, moi je vois ça comme un jeu, tu vois, c'est un jeu comme le jeu de la vie. Il y a le jeu du marché des équipements sportifs. À un moment donné, le jeu d'une entreprise, c'est de réussir à survivre et généralement de faire du bénéfice, etc. Et d'avoir des gens qui sont particulièrement satisfaits de ce qu'ils ont acheté de par cet échange de valeur entre de l'argent et un produit, typiquement, comme les plus de 110 000 clients qu'on a eu sur la boutique Eric Flack depuis sa création. Avec un taux de satisfaction assez impressionnant, j'aime penser, en tout cas, les gens ne recommanderaient pas plusieurs fois, je pense, sinon. Et les feedbacks et les témoignages qu'on reçoit sont assez parlants. Donc je ne sais pas si c'est concurrent et je ne les nommerai pas, bien entendu. Et je ne les nommerai plus parce que je l'avais fait une fois et ça leur avait pas plu. Et c'était une erreur de ma part, évidemment. C'était une erreur de ma part, bien entendu, parce que j'apprends à jouer au jeu, tu vois. J'apprends les règles du big game des requins et tout. Et bref, je vais pas aller plus loin là-dedans. À part que pour dire que, voilà, si tu veux si tu veux leur montrer, si tu veux porter ton armure étincelante pour promouvoir le fait de nettoyer son armure plutôt que de cracher sur l'armure des autres, eh bien tu peux aller sur ericflack.com pour acheter tes équipements sportifs et tes programmes pour en fait montrer, pour travailler sur toi, pour travailler sur ton sport, ton corps, ton esprit, ta confiance en toi et pour prendre des âmes. Viens prendre des âmes. Aujourd'hui, pour un gilet lesté acheté, une âme est offerte. Je déconne. Je transitionne sans autre pour dire ericflack.com, ça fait plaisir. Ça soutient ton travail, ça soutient le mien. Et ça fait les pieds à ceux qui ont essayé de nous faire ça. Allez, on utilise un peu du marketing de nous versus eux parce que putain, ça marche tellement bien ce genre de marketing. J'en utilise absolument pas parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas cet état d'esprit centré sur faire regretter aux autres. J'ai plutôt l'état d'esprit de me rendre fier, on dira, en quelque sorte. Je suis quelqu'un de très positif, de très peu attiré ou affecté par le négatif et les émotions négatives. On y reviendra dans un autre épisode. Putain de merde, ça fait quoi, 1h30 que je... Ça fait chier. Tu sais pourquoi ça fait chier ? Parce que j'ai encore des trucs à dire. J'ai encore clairement des putains de trucs à dire. Mais j'ai fait que deux... Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait que deux concepts. Quelle heure il est ? 4h30. Demain, je pars en vacances. Il faut que je fasse ma valise, que j'aille chez ma meuf ce soir. Putain, j'ai pas beaucoup de temps. Ok, j'ai dû réfléchir 2 minutes, mais malheureusement, je vais pas pouvoir. Je suis désolé, je vais pas pouvoir continuer l'épisode. Enfin, je suis désolé. Peut-être que t'es content, peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est trop long à ton goût. Ce que je sais, c'est que moi, je suis chaud. Hein. Putain, je suis chaud en ce moment. Je suis trop chaud. Ce genre de livre et entre autres a beaucoup contribué à me chauffer. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore envie de revoir là-dedans, que ce soit dans ce livre, que ce soit des expériences en plus. J'avais même pris des notes. Tu vois, t'inquiète, c'était prêt. Je me suis trop préparé, putain. Il y a d'autres concepts qui vont arriver dans des prochains épisodes là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est une petite série. Apparemment, j'arrive pas à commencer un sujet sans vouloir en faire une série de 3 ou 4 épisodes. Voilà, écoute, on va alterner. Hein. Le but, c'est de faire 1000 épisodes sur ce podcast. Donc, putain, et j'aime autant dire que déjà, s'ils durent tous 1h30, bon, ça va faire beaucoup. Je vais beaucoup parler. J'ai beaucoup parlé, tu vois. Je préfère des épisodes de 15 minutes avec 18 minutes de pub dedans. Mais j'ai un autre modèle. Enfin, bref. Du coup, il y a on va parler d'autres concepts, t'inquiète, on va parler d'autres concepts, je vais revenir, je serai chaud, comme là j'ai l'impression d'avoir été chaud, j'adore quand je suis chaud comme ça,
Parce que ça me chauffe en fait, c'est des sujets qui me chauffent, manifestement. Donc si je peux essayer de transmettre un tout petit peu de chaleur dans tes écouteurs, c'est avec un énorme plaisir. On va parler de la boîte à cookies, on va parler des cales sur ton esprit, on va parler de la règle des 40%, on va parler d'autres trucs qui sont d'autres concepts qui sont dans ce livre Can't Hurt Me. Rien ne pourra me blesser de David Goggins, que je recommande. Si tu aimes ce genre de discours et que tu parles anglais, d'autant plus, tu peux aller écouter des interviews de lui. Le mec est exactement en vrai comme il est dans son livre, c'est-à-dire avec beaucoup de fuck et de motherfuck. Voilà, tu es prévenu. Tu es prévenu. Et donc ça, je ferai d'autres épisodes là-dessus. On continuera là-dessus, Mindset, Discipline, c'est parti, nouvelle petite série, parce que là, en fait, le prochain, c'était la boîte à cookies, et en fait, je sais que à nouveau, si je pars dessus, j'en ai pour 40 minutes, tu comprends. Donc voilà, désolé, je vais pas faire des épisodes désolé, je fais pas d'épisodes de 2 heures, parce que quand même, là, en plus, je suis un peu pressé par le temps. Mais comment terminer cet épisode de façon parfaite ? Entoure-toi de personnes qui t'inspirent en digital, c'est-à-dire sur Instagram, sur TikTok, le contenu que tu regardes, les médias que tu consommes, les livres que tu lis, tout comme les personnes que tu côtoies en vrai, évidemment, c'est incroyablement puissant de choisir, de prendre le pouvoir, de choisir qu'est-ce qui s'infiltre dans ta tête comme idée. Est-ce que ça te correspond ? Est-ce que tu les prends, tu les rejettes, tu les... Ouais, on a une grande partie, on a un grand pouvoir sur notre entourage, notamment lorsqu'on peut écouter des podcasts librement. De choisir, écoute, cette influence, elle est bonne, elle est pas bonne. Et évidemment, il y a certaines influences qu'on pourrait voir même comme des mentors. Par exemple, quand tu lis un livre d'un mec que tu admires d'une certaine façon, c'est une relation unilatérale, même parfois parasociale, j'ai envie de dire. Et ça, tu peux le choisir, mine de rien, bien plus que ta famille quand même, généralement. Bref, des personnes dont un certain domaine de leur vie ou de leur personnalité te donne envie et que tu admires, c'est puissant. Et pas besoin d'être aussi extrême qu'eux. À nouveau, je reviens à ce mec typiquement, pas besoin d'être aussi extrême qu'eux, de faire les mêmes choix sur toute la ligne. De toute façon, on pourra pas être comme eux, mais on peut s'inspirer de leurs histoires, de leur contenu, de leurs paroles, de leurs apprentissages, de leurs échecs, de leur présence, de leur aura, de leurs conseils. Toutes ces choses que tu peux plus ou moins accepter ou bloquer en termes d'influence d'une autre personne sur toi. Et de choisir cela, de s'entourer de personnes qui ont des objectifs en commun, par exemple, qui ont une mentalité en commun ou qui ont une soif d'apprentissage et de remise en question de leur mentalité en commun. Ce que je trouve assez stylé, ce que j'aime penser que j'essaie de faire dans une certaine mesure en tout cas, c'est trop bien. Moi, je reconnais que, tu vois, je te le dis là maintenant, typiquement, ces 3 derniers mois, j'ai fait une petite pause YouTube parce que j'étais plutôt en mode, ok, j'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai moins envie de faire des vidéos. Putain, ma flamme là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est parfaitement ce que j'espérais secrètement, on dira. C'est que cette petite pause, ce petit pas en arrière me permet de me dire « Ah putain, j'ai faim. J'ai à nouveau faim, j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie d'aller casser des trucs, j'ai envie d'aller faire des vidéos, j'ai envie d'aller créer des projets un peu plus gros, on dira. » Et qu'est-ce qui m'a aussi poussé dans cette direction ? C'est de lire des livres comme ça, c'est de partager, d'échanger, de rencontrer des personnes grâce au podcast notamment. J'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps, pour des épisodes qui vont arriver, j'ai rencontré Baz, Olivier Bazinga, Barre d'écume, Polyanef. Des personnes qui vont arriver dans des épisodes duo, moi je les rencontre en vrai, non seulement je peux essayer de te transmettre un peu leur putain de savoir, de flamme et de motivation, mais en plus moi je peux m'en imprégner directement et ça me chauffe et ces personnes me chauffent et j'ai envie d'avoir ces personnes dans mon entourage et j'ai envie de regarder leur story quand je me réveille le matin parce que je me dis putain vas-y, c'est aligné avec la personne que je pense vouloir devenir. Ça, c'est pas un mauvais début à mon sens. Donc je me dis, toi, je te veux dans mon entourage. Toi, je te follow en quelque sorte, hein, tu vois. Toi, je veux qu'on se parle parce que j'aime penser qu'on peut s'apporter des choses soit tous les deux, soit dans un seul sens. C'est-à-dire, ok, il y a cet auteur, David Goggins, je pense que je vais pas le DM, tu vois. Je pense pas qu'il va me répondre si je le DM. Par contre, je me permets de l'utiliser. Voilà, on pourrait même voir ça comme ça. Je vais l'instrumentaliser. Non, je vais m'inspirer. Pour un terme bien plus sympathique, je vais m'inspirer du coup de lui et de certains trucs.
Voilà, et il y a d'autres personnes comme lui, comme des athlètes hybrides et tout, qui m'ont donné envie de faire des trucs. Nick Baer, typiquement, un autre youtubeur, qui m'inspire pas mal sur certaines choses. Ils m'inspirent pas tous dans tous les domaines de leur vie. J'ai pas envie de, voilà, comme j'ai dit, je m'inspire peut-être pas de la vie de famille ou de la vie sentimentale ou de je ne sais quoi, de n'importe qui on dira, mais il y a certains domaines chez certaines personnes qui peuvent particulièrement t'inspirer. Et c'est une bonne raison éventuelle de cultiver une relation unilatérale ou bilatérale avec ces personnes. Voilà, après lire des livres, consommer du contenu, discuter avec des gens, planifier tout seul comment est-ce que tu vas changer ta vie, écrire des post-it et tout, même écrire des post-it et tout, c'est cool, mais normalement ça ne devrait pas changer ni ta vie ni la mienne, à mon avis. Ces choses auront beaucoup moins de valeur à long terme si elles ne sont pas accompagnées par des actions, notamment en ce qui concerne les tricks mentaux et tout ça dont on a parlé dans cet épisode et dans ce livre, aussi petites soient ces actions au départ. Et ça, on va y revenir dans d'autres concepts, etc. Le but, c'est pas d'aller courir 200 km demain. Parce que normalement, t'as pas déjà l'habitude de le faire, donc c'est sûrement pas une bonne idée. Par contre, aller courir 300 mètres, ou bien adapter cette image à n'importe quelle chose qui t'intéresse dans ta vie, relationnelle, spirituelle, artistique, émotionnelle, créatif, sportif, entrepreneurial. Il y a beaucoup trop de domaines dans la vie où on peut s'épanouir tout en n'enlevant rien aux autres. Au contraire, s'enrichir soi-même pour peut-être enrichir d'autant plus notre entourage qui, je l'espère, a été bien choisi. Donc voilà. Là, c'est comme ce que je fais là, moi, tu vois. Je suis chaud, je suis motivé, j'ai à nouveau envie de faire des vidéos. On s'en bat les couilles. J'ai envie de faire des vidéos cool. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des vidéos maintenant. Maintenant, je vais faire le taf et je vais sortir des vidéos, tu comprends? Parce que ça sert à rien d'être motivé et encore moins de le dire aux gens s'il n'y a pas des trucs qui arrivent derrière. Sinon, aimant prendre la responsabilité de beaucoup de choses, je vais réaliser, tiens Eric, t'as parlé et t'as pas fait. Et ça, j'ai pas envie d'avoir cette image de moi. Donc pourquoi? Tout ça pour dire, dans 2 semaines à peu près, vidéo marathon qui va sortir. Et c'est un beau bébé. Il y aura probablement un épisode de podcast solo qui va arriver avec, dans lequel je vais parler de toute mon expérience avec la course à pied, qui a culminé avec le marathon que j'ai couru il y a 3 mois et qui va continuer, en fait, peut-être. Spoiler! J'ai lu un livre avec un connard qui fait des ultramarathons. Je ne m'avance pas trop, mais je suis chaud et je compte bien me le prouver. Et puis, accessoirement, ça le prouvera aux personnes à qui je l'ai dit, tu vois. Mais je vais d'abord me le prouver à moi-même. Et je t'encourage énormément à faire de même. Voilà. Donc, comme promis, c'était un petit épisode basé sur le mindset, la discipline, comme vous l'aviez demandé majoritairement dans le sondage. Donc, j'espère qu'il a été à la hauteur de tes attentes. Si ça t'a plu, si t'as envie que je me dépêche de faire le suivant, il n'y a qu'une seule chose à faire. Partager l'épisode. Montre-le-moi. Écoute l'épisode, partage-le. Si l'épisode, il fait plus d'écoute que la moyenne, par exemple, je sais, putain, ça a connecté. Ça a tapé quelque part. Il y a eu une petite réponse en face. Et ça a pu chauffer quelqu'un d'autre. Et plus on est à se chauffer tous ensemble, plus il y a cet effet d'aspiration où on est tous en groupe, on dira. Tu vois, c'est une image, c'est une combine mentale, parce qu'on est tous en train d'écouter chacun de notre côté avec nos petits écouteurs, tu vois, et moi je suis devant un micro. Il n'empêche, rien ne nous empêche de nous booster, de nous chauffer, et moi j'accepte avec un énorme plaisir le boost et le chauffage en retour. Si tu veux mettre 5 étoiles sur ce podcast, si tu veux t'abonner, tu veux le partager, tu veux me montrer qu'il t'a plu et tu veux chauffer quelqu'un d'autre peut-être en le lui partageant. Putain, c'est méga stylé. Je compte essayer de maintenir ce podcast le plus longtemps possible sans faillir. Je vais sûrement prendre 1 ou 2 semaines de vacances, mais je te préviendrai à la fin d'un épisode suivant. Mais vu que je me chauffe à nouveau à faire des vidéos, ça va être dur de faire les meilleures vidéos autant aussi quali que je veux tout en sortant un épisode par semaine. Ça a été une difficulté pour moi par le passé, surtout en essayant de faire des trucs quali. Donc je vais faire de mon mieux, t'inquiète pas, on en reparle dans les prochains épisodes au cas où. Et il risque d'y avoir du changement sur le podcast aussi, je prévois un nouveau branding, des nouveautés qui vont débarquer sur l'image de marque du podcast, on dira, parce que ça me chauffe en fait, et quand je suis chaud, j'ai envie que ça se voit. J'ai envie de pouvoir le voir, à nouveau, je me répète. 5 étoiles, ericflag.com pour tous tes besoins, code ericflag sur myprotein.fr si tu as besoin de compléments alimentaires et que tu veux soutenir mon travail. Merci pour ton temps, ton attention, je te kiffe, j'adore faire des épisodes et j'espère que ça dure. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao.